Est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur? Aiden Ross. Okay. Il était assis juste à côté de moi, puis lui, il est proche de tout l'entourage de Dana White ou peu importe. Yeah. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux juste... I'm gonna try. Puis je me demandais, Tony Moreno, c'est originaire de où? Ouais, je te laisse deviner. Mais il y a un autre côté, mais j'allais vas-y. dire, à côté de l'Haïti, c'est... Quoi? Dans les Caraïbes, là, en tout cas. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, on est accompagné de Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa, ainsi que Ricardo, derrière la caméra. Tu veux faire un petit shout-out? Honnêtement, je suis surpris parce que j'avais peur que tu puisses pas venir aujourd'hui à cause de la tempête. Écoutez, vrai. C'est arrivé une fois que je suis pas venu, sinon je suis toujours présent. Ouais, mais là, je vais le sortir à chaque épisode. C'est pas grave. C'est good. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité exceptionnel avec nous qui a fait d'ailleurs apparition dans le Forbes magazine. Je ne sais pas si vous réalisez, Très fort. mais on va le laisser se présenter. Tony Moreno, mesdames et messieurs. Yes, sir. Merci. Tony, comment tu vas? Ça va super bien, vous? Ça va super. Ah, super. Tu sais que j'ai eu peur aussi que tu puisses pas venir, mais il m'a dit non, t'es pas un choker, tout va bien. Non, tout va bien. J'ai vu la neige ce matin, j'ai dit waouh, ça va être chaud un peu. Là. Yo, Même pour ouais. nous, c'était. Non, c'était chaud. Mais bon, on est au Québec, on est habitué. Yeah, ça fait plaisir d'être là. Est-ce que t'habites loin d'ici ou? Non, pas très loin. Ça a pris peut-être 30 minutes pour venir. Ok. T'as grandi ici à Montréal? Ouais, j'ai grandi dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Oh! On a eu quelques-uns de Céline. Ah, il y a Rick, justement. On est tous pareils. Léonard. On représente Léonard. Super. Tony, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va dire à notre audience, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Ouais, fait que je suis un jeune Montréalais. Comme tu l'as dit, j'ai grandi dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Je suis un passionné des hypothèques. Fait que j'ai toujours travaillé dans les hypothèques depuis que je suis très, très jeune. Puis j'ai cofondé une entreprise qui fait des prêts hypothécaires non bancaires à travers le Canada. Puis notre mission est super simple, c'est de simplifier l'expérience hypothécaire pour tous les Canadiens. Super. Nice. Ça veut dire quoi, passionné d'hypothèque? Ouais, ça veut dire que tout ce que je fais dans ma vie, c'est des hypothèques. Fait que je suis vraiment focus sur les hypothèques. Fait que tout ce qui est relié aux mortgage-bound securities ou peu importe, tout ce qui est relié aux hypothèques, je suis vraiment dessus à 100%. Fait que j'ai travaillé comme courtier, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans des startups avant de créer ma propre entreprise. Fait que vraiment tout ça relié dans les hypothèques. Puis, toi, tu as dit que tu as commencé ça très jeune. Ouais. On parle de quel âge très jeune, juste pour être sûr? Ben, j'ai commencé à m'intéresser aux hypothèques très jeune parce que j'ai toujours voulu avoir des propriétés. Fait que j'ai toujours compris que pour avoir des propriétés, si tu n'es pas 100% liquide, il faut que tu prennes des hypothèques. Fait que c'est ça qui m'a poussé à comprendre un peu plus le processus hypothécaire. Ouais. Puis après ça, je pense à 18 ou 20 ans, j'ai commencé à travailler dans une banque. Fait que je travaillais à la caisse. Nice. Puis ensuite, j'ai touché un peu les hypothèques. Puis par la suite, j'ai fait une transition. Puis j'ai commencé comme courtier, etc. Puis ça a continué comme ça. Puis c'est en 2021 que tu as créé l'entreprise. Oui, exactement. Fait qu'en 2021, on a confondé l'entreprise. Au début, on était une firme de courtage hypothécaire. Donc, on agissait comme courtier hypothécaire. Fait qu'on aidait les consommateurs à trouver les meilleurs prêts hypothécaires à travers le Québec, magasiner les taux, magasiner les produits. Puis par la suite, on a transitionné vers la fin 2023 comme prêteur hypothécaire complètement. Donc, c'est vraiment une transition complète qu'on fait. Fait qu'on on traite plus vraiment avec la clientèle. Directement, on traite avec les courtiers hypothécaires. Nice. Les courtiers hypothécaires, c'est eux qui trouvent... C'est ça la différence principale. Genre. Exactement. Donc, les courtiers hypothécaires, eux, ils parlent avec un client, ils regardent une variété de prêteurs sur le marché, comme les grandes banques canadiennes que vous connaissez, ou des prêteurs hypothécaires comme le nôtre qui offrent des taux un peu plus avantageux. Puis, dépendamment de ton profil, ils vont décider est-ce que c'est mieux d'aller vers ce prêteur-là ou ce prêteur-là. Puis nous, on se distingue à cause qu'on a des taux qui sont vraiment compétitifs sur le marché puis des produits qui sont différents. C'est comme legit une banque, genre, dans le fond. Ouais, littéralement. Oui, exactement. Fait que je ne vais pas dire une banque parce que les banques, il y a différentes caractéristiques pour être considérées comme une banque. Pouvoir accepter les dépôts bancaires, etc. Mais nous, on fait vraiment juste du prêt hypothécaire pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que ça peut changer éventuellement. Mais pour le moment, c'est vraiment juste des prêts hypothécaires. Mais c'est quoi les étapes, justement, pour arriver à ce niveau-là de ce genre d'entreprise? Ouais. Passer de prêt hypothèque à des courtages hypothécaires à prêt. Ouais, c'est quand même un gros leap, là, je te dirais, pour faire la transition. Tu sais, des prêteurs hypothécaires à travers le Canada, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y en a peut-être, je dirais peut-être 40 à travers le Canada. Puis nous,
on est la 4e, je pense, qui a un siège social au Québec. OK, nice. Donc, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de discussions que tu dois avoir parce que faut avoir beaucoup de liquidité pour être en mesure de faire des prêts hypothécaires, manager des plusieurs milliards de dollars, puis être capable de débourser tout ça de façon ponctuelle, puis être sûr que les Canadiens, ils ont des produits qui sont avantageux C'est pour ça. eux aussi. Parce que moi, je me suis dit, pour ouvrir ce genre de business, dans le sens, il faut beaucoup de capital, mais beaucoup de capital dans le sens, peut-être des centaines de millions ou parce que tu fais des prêts au final. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si on recule un petit peu au départ, on était une firme de courtage hypothécaire. Fait que même pour être une firme de courtage hypothécaire, dans le modèle qu'on était, il fallait acquérir beaucoup de clients en ligne. Okay. Ça prend beaucoup de capitaux pour faire ça parce que tu achètes des clients en ligne, il faut que tu fasses la conversion. Ton cash flow, c'est pas nécessairement qu'est-ce que les personnes peuvent penser. T'acquérir un client en ligne, jour 1, tu vas capitaliser sur ce client-là seulement dans 4, 5, 6 mois. Puis, tu sais, il y a beaucoup de compétition sur le marché hypothécaire en ligne. Donc, nous, on a dû lever des fonds pour être en mesure de faire grandir notre entreprise. Ouais. On a levé on appelle ça un seed round de 5 millions de dollars pour nous aider à embaucher des personnes, grandir l'entreprise, avoir une structure qui est complète. Puis par la suite, après ça, on a fait différentes étapes pour être en mesure de transitionner comme prêteur hypothécaire. Donc, on a fait des partenariats avec des grandes banques canadiennes qui sont en mesure de nous supporter puis nous passer des milliards de dollars pour qu'on puisse les distribuer à travers le Canada. OK. Puis ça c'est intéressant, mais on a manqué une étape. Forbes. Est-ce que c'était c'est quand tu es devenu genre un prêteur officiel privé que là, tu as comme apparu dans Forbes après ou c'était avant? Donc, c'était après. Fait que on a créé l'entreprise en 2021. Puis Forbes, c'est arrivé en 2023. Okay. Fait qu'on était en transition pour donner un prêteur hypothécaire. Donc, on était un prêteur hypothécaire. Mais déjà, dans le modèle où on était comme firme de courtage hypothécaire, déjà là, c'était, je ne vais pas dire impressionnant, mais le volume qu'on était capable de générer en termes de prêts hypothécaires juste dans ce modèle-là, c'était quelque chose qui était déjà impressionnant à travers le Canada. Puis ensuite, faire la transition comme prêteur, ça a juste ajouté un step là-dessus. Puis là, après ça, Forbes... Comment, je sais que tu l'avais déjà expliqué, mais genre juste pour l'audience, etc., ça prend quoi exactement pour être nominé, on va dire, 30 dans under Forbes? 30. Ouais. Fait que c'est... je sais que c'est prestigieux, tout ça, mais quand même, ça reste impressionnant, là, je veux dire, surtout ici. C'est vrai, surtout au Québec. Là. Merci. Même au Canada, en fait, de base. Oui, ben c'est un processus où ça arrive à chaque année. Donc, ils prennent 30 personnes dans différentes catégories. Moi, c'était dans la catégorie de Consumer Technology, donc technologie de consommateur. Puis, dans ce processus-là, ils regardent... il y a environ 10 000, 20 000 personnes qui sont considérées pour cette liste-là à chaque année. Fait qu'il y a peut-être une centaine de mille d'applications. Puis ensuite, ils font un tri. Ils prennent à peu près 20 000 personnes. Puis ensuite, ils font un autre tri, puis un autre tri, puis un autre tri, puis un autre tri. Puis ensuite, ils prennent les 30 derniers pour cette catégorie-là. Puis c'est la catégorie... Moi, j'ai fait le Forbes 30 Under 30 en Amérique du Nord. Donc, c'est pas... des fois, il y a des Forbes 30 Under 30 canadiens par ville, etc. Moi, c'était vraiment l'Amérique du Nord. Fait que c'était un processus qui était un peu plus... complexe. Challengeant. Je ne vais pas dire challengeant parce qu'au final, j'ai pas vraiment de mots à dire sur la décision. Ils font des entrevues, ils te disent, OK, explique-moi un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, parle-moi de ton entreprise, etc. Puis après ça, il y a des juges d'anciennes personnes qui ont fait le Forbes 30 Under 30, qu'eux, ils prennent la décision de dire c'est qui qu'on va sélectionner dans cette catégorie-là. Je ne pensais pas que c'était aussi complexe pour... Oui, exactement. C'est un processus qui dure à peu près 10 mois pour faire le Forbes. Puis tu sais le jour même si tu as fait la liste. Quand la liste sort, c'est là que tu sais si tu as fait la liste ou pas. Fait que tu n'as pas de heads up ou quoi que ce soit. Il te dit jamais si tu as fait la liste ou pas. C'est un vrai stress là, tu regardes. Comme... Ouais, c'est un bon stress par contre. Un bon stress, mais je te dirais, moi, j'étais pas... pas de temps investi, je veux dire. Ouais, j'étais pas... Je faisais la liste ou je la faisais pas. Ça changeait pas grand-chose pour moi. J'étais comme, OK, écoute, c'est cool. C'est cool à faire. C'est un plus. C'est un plus, mais après ça, la vie, elle continue. Puis, il y a du monde qui... dit, est-ce que ta vie a changé après Forbes ou quoi que ce soit? Puis je dis, écoute, quand tu bâtis une business pour de vrai, t'as même pas le temps pour tout le bruit à côté. Tu penses pas que ça aide à bâtir une certaine crédibilité dans un sens? Ça dépend dans quel type de marché que tu es. Okay. C'est sûr que
nous, on est dans un marché où on transitionne directement avec des courtiers hypothécaires. Fait que les courtiers hypothécaires que tu as fait Forbes, tu n'as pas fait Forbes, est-ce que tu es capable de m'aider à faire plus de prêts hypothécaires? Est-ce que ton produit est bon? Est-ce que tes taux ils sont bons? Fait que pour eux, ça ne change pas grand-chose. Après ça, c'est sûr que des fois, je reçois des compliments, puis le monde, il m'invite dans certains événements, mais après ça, dans les faits, genre. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Je te donne un exemple. Quand j'ai fait le magazine Forbes, il y avait un super événement à New York 2 semaines après. Ouais. Puis il y avait à voir toutes les personnes de Forbes qui ont fait ça depuis les 10 dernières années. Fait il y avait des stars que tout le monde connaît, qui ont fait Forbes, on parle du monde comme Mark Zuckerberg, tout ça, qui ont fait Forbes dans le passé. Je pas nécessairement dire qu'il allait être là, mais juste du monde intéressant qui allait être là, que tu pouvais échanger puis discuter d'idées. Fait que c'est du bon networking. Mais au final, j'avais un meeting cette journée-là, un meeting important avec des courtiers hypothécaires. Fait que pour moi, je me disais que c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que c'est d'aller faire du show à New York puis parler avec du monde, ou c'est vraiment se concentrer sur ta business? Puis c'est toujours ça que je priorise. C'est toujours qu'est-ce qui est mieux pour Wise Day. Puis, j'allais faire un meeting sur la rue Acadie avec 15 courtiers, mais pour moi, c'était plus important que d'aller à New York pour fêter. Est-ce que tu es le seul qui est passé dans le magazine ou tu es partner aussi? Je suis le seul qui a fait le magazine parce que je suis le seul qui est en bas de 30 ans au moment de... mais c'est ça que j'ai un partner qui s'appelle Eric. Lui aussi, il a le même mérite. Il a le même mérite que moi, c'est juste qu'il y a plus que 30 ans, tout simplement. Mais là, tu aurais pu y aller, toi, à l'événement, puis laisser lui faire le meeting. Chacun a ses forces. Lui, c'est pas vraiment... OK, chacun son rôle à la... Exactement. Okay, je comprends. Nice. Puis, dernière question avec Forbes. Je vais pas trop t'emmerder avec ça, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que Forbes, tu penses que ça se pourrait qu'il y ait du monde qui font des bypass? Genre, avec des contacts où tu payes quelque chose pour que tu puisses apparaître dans Forbes, ou sont trop... je sais pas si je sais pas si ça j'ai entendu des choses comme ça dans le passé, mais avec le processus que moi j'ai vécu, je vois pas comment ça peut vraiment être possible. Écoute, c'est vraiment détaillé, tu demande presque des états financiers de ton entreprise là, pour voir à quel point ça roule, les chiffres que tu dis c'est des vrais chiffres. Ils demandent beaucoup d'informations, puis c'est tout le monde qui sont très, très persuasifs. Ils demandent des questions, puis ils te les redemandent, puis ils te les redemandent. Fait que, écoute, je suis sûr qu'après ça, il n'y a aucun processus qui est bulletproof. Mais de mon côté à moi, je vois... Genre, tu serais surpris je ne vais pas dire surpris, mais je sais pas, je pense pas que ce serait si facile que ça. Sinon, il y aurait beaucoup de... Il y aurait beaucoup de monde c'est ça, tu vois, moi, c'est ça que je me demandais. Genre, j'étais comment, est-ce que c'est possible ou non, là? Bypass? Ça serait chaud, je pense, d'après moi. Ouais. Sinon, en dehors de ça, j'ai vu que tu as fait quand même beaucoup de sport. Je pense basket. Non, soccer aussi. En fait, juste soccer. Ok, juste soccer. Juste soccer. Fait que moi, depuis que je suis très jeune, j'ai joué au soccer dans différentes ligues à travers le Québec. Tous les niveaux A, AA, AAA au Québec. Puis, honnêtement, le soccer, c'est ça que je dis toujours, c'est ça qui m'a sauvé dans ma vie. Ouais, c'est ça qui m'a donné ma structure de vie parce que c'est juste ça que j'avais quand j'étais jeune. Quand j'avais 10, 11 ans ou peu importe, la seule chose que je savais, c'était le parc à côté de chez moi. Puis, dans ma tête, j'allais devenir pro. Fait que je consacrais tout mon temps, toute ma vie au soccer. Fait que ça m'a permis de rester loin des embrouilles puis juste de focusser là-dessus. Dirais-tu que c'était comme ton identité avant que tu puisses genre, justement penser à faire des placements, courtier, travailler à la banque et tout? C'était comme... Si on parlait de Tony, là, c'était OK, joueur de soccer. C'est exactement ça. C'est Tony, je vais pas dire c'est la star, mais Tony, c'est le gars soccer. C'est le gars qui va réussir. Tu sais, souvent, c'est par parc. Là. Quand tu es jeune, c'est OK, Tony, c'est le gars le meilleur au soccer dans ce parc-là. Ensuite, c'est le meilleur dans ce quartier-là. Ensuite, c'est le meilleur dans cette équipe-là. Puis là, ça continue. Puis honnêtement, je me débrouille quand même bien au soccer. Okay. J'avais quand même un talent, un certain éthique de travail, ça me permettait de quand même monter dans certains échelons. Puis, par après, j'ai juste pas été en mesure de passer au prochain étape. Puis, tu sais, des fois, le bateau, il passe. C'est très dur de reprendre le prochain bateau parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont plus jeunes que toi, etc. Fait que j'ai pas été en mesure de passer à la prochaine étape. Puis pour moi, ça a été super dur parce que je comptais juste là-dessus. Pour moi, c'était le soccer. Puis après ça, j'étais capable de trouver cette même compétitivité-là dans les affaires.
Puis c'est ça qui me permet aujourd'hui de... Ça fait partie de mon identité aussi, tout ce qui est business. Ouais. Mais je suis capable de me détacher un peu de ça aussi des fois. Mais juste de retrouver cet aspect compétitif, parce qu'il n'y a rien pour moi qui est plus compétitif que les affaires. Les affaires, c'est un monde... C'est un monde là, super compétitif. Des fois, tu vois du monde parler, tu penses que c'est des amis, c'est des partners, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un monde ultra compétitif. Il y a toujours une arrière-pensée ou quelque chose. Ben, c'est un combat constant, j'ai l'impression, matin au soir. Même quand je dors, Tout le temps, tu penses à ça, tu dors. Non, I get it. C'est à quel moment, toi, tu t'es dit, il faut que je me lance en affaires? Ben, depuis que je suis jeune, je dis le soccer, ça a toujours été mon identité, puis qu'est-ce que je voulais faire. Mais par après, je pense à 17 ans, j'avais ouvert ma première entreprise. C'était une entreprise de tempo. Okay. J'étais chez nous à la maison, puis je me disais, quel genre d'entreprise que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je pourrais ouvrir une entreprise de tempo parce qu'il n'y a personne qui aime ça, monter leur tempo pendant l'hiver. Right? Il n'y a personne qui aime ça. Mais la problématique, c'est que moi, j'ai vécu toujours dans ma vie dans un petit appartement. Puis j'ai jamais eu un tempo. Je ne sais pas comment monter un tempo. Il n'y a personne qui m'a jamais appris. Mais je dis, tu sais quoi, je vais quand même me lancer dedans. Fait que je mets les annonces sur Kijiji, je commande sur Vistaprint plein de pamphlets, je distribue ça dans plein de boîtes aux lettres. Puis, comme du jour au lendemain, je reçois plein d'appels. Shit. Je reçois plein d'appels. Ça a quand même bien marché. Puis là, le monde, il m'appelle. Retenez ça, là. C'est un bon side hustle pour vous. Le monde, il m'appelle et me dit, écoute, j'ai un tempo double avec ancrage là, ça coûte combien? J'ai aucune idée de quoi le gars il parle. Aucune idée de quoi le gars il parle. Okay. J'ai pas de tempo chez nous. J'ai jamais rien fait. Je suis pas un gars qui est super manuel. Là, j'appelle un gars sur Kijiji. Je dis, écoute, combien tu chargerais pour exactement qu'est-ce que le gars m'a appelé pour? Et il me dit, ça coûte $250 ou $220. Je dis, OK, c'est bon. Je dis, est-ce que tu serais bon pour venir l'installer dans 2-3 jours? Il me dit, il n'y a pas de problème. Je rappelle le gars qui m'a appelé moi. Je lui dis, écoute, ça va te coûter à peu près $260. Est-ce que tu es disponible dans 3 jours? Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Fait que là, moi, je faisais toujours le split. L'intermédiaire. Je faisais toujours le split. Toujours le split entre les deux. Mais c'était pas une business qui était scalable parce que j'appelle le gars, il va là-bas. Il me dit, ouais, ben c'est Tony qui m'a appelé Tempo Express. Comme ça, l'entreprise s'appelait avant. Tempo Express. Là, le gars, il dit, ben, c'est quoi ça, Tempo Express? Moi, je suis Jean-Guy qui vient installer ton tempo. De quoi tu me parles? Puis là, il transfère à lui. Il faut qu'il me transfère l'argent après à moi. Puis il y a des problématiques. Puis là, quand il y a le tempo, il levait dans le vent parce que, tu sais, d'habitude, tu rappelles ton gars pour qu'il vienne te faire une mise à jour. Tu peux pas le rappeler. Je peux pas le rappeler parce que là, c'est relié à moi. Puis des fois, la job était mal faite. Fait que, puis moi, je sais même pas si la job est bien faite ou elle est pas faite parce que je connais rien de ça. Right? So, j'ai fait ça pendant peut-être 2 hivers. Et après ça, j'ai arrêté ça parce que c'est juste, il n'y avait pas assez de margin, tout simplement, pour faire de l'argent là-dedans. Puis c'était beaucoup de mal de tête, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Juste avec cette première business. Tu as compris qu'il y a d'autres moyens de faire de l'argent qu'un simple employé, j'allais dire là, mais juste travailler pour quelqu'un d'autre. Oui, exactement. 100%. Puis au niveau de ton parcours scolaire, ça ressemble à quoi? Parcours scolaire, fait que je suis allé... Syntex. Exactement. Je suis allé à l'école... Syntex. T'as fait tout ton secondaire là-bas? Oui, de secondaire 1 à 5, je suis allé à Antoine de Saint-Exupéry. Honnêtement, c'était... tout le monde disait ça dans mon temps, là. C'était la meilleure école pour chiller. Lui, il dit la Moi même aussi, chose. dans mon temps, c'est la même chose. Donc, Dans mon temps. Shout out. Dans mon Fait que temps. c'était la meilleure école pour chiller, mais honnêtement, j'ai adoré mon expérience là-bas. Je recommencerais, même si j'aurais vécu dans un autre quartier, j'aurais aimé pouvoir aller à cette école-là. C'était une école qui était vraiment reconnue pour le sport-études. Il y avait beaucoup d'athlètes importants qui sont passés à travers cette école-là. Martin Brodeur, Roberto Luongo, Alexandre Despatie, juste pour nommer ceux-là. C'est une école vraiment reconnue pour le sport. Puis moi, auparavant, je jouais là dans le programme sport-études. Ouais. J'ai pas pu rentrer pour différentes raisons. Puis j'ai vraiment aimé mon parcours dans le système juste intrascolaire. Fait que jouer contre les autres écoles, admettons, tu joues contre une école comme Georges Vanier, tu joues contre une école comme Lucien Pagé, tu vas dans la petite compétition, Henri Bourassa ou peu importe. Et je me suis vraiment, vraiment amusé là-bas. Puis honnêtement, je peux pas dire que j'étais un élève super assidu ou quoi que ce soit, mais pour moi, à l'école, j'ai toujours eu une facilité. Fait que depuis que je suis au primaire, ou peut-être le secondaire, je peux pas dire que j'ai fait un devoir à la maison. De secondaire 1 à secondaire 5, je peux pas dire que je suis rentré chez moi une fois et que j'ai fait un devoir. Je peux même pas dire ça. Je dis pas que c'est recommandé, mais j'avais une facilité, mais j'étais pas un élève qui avait... rapidement. Ouais, j'étais pas un élève qui avait 100% ou 90%, mais pour moi, c'était pas ça le plus important. Si j'étais capable d'avoir 75, 80,
70, pour moi, ça me satisfaisait parce que je focusais mon temps dans d'autres choses, le sport, des idées de business ou peu importe. Fait que, pour moi, c'était satisfaisant. Puis, par la suite, je suis allé au cégep. Je pense que je suis parti au cégep Antique en premier lieu. L'autre école de chiller L'autre aussi. école de chiller. École de chiller. Puis je suis allé au cégep Antique. J'ai passé un petit peu de temps là-bas. Ensuite, je suis allé à Rosemont. Puis, honnêtement, j'avais aucun je savais pas qu'est-ce que je voulais Désir, faire. J'étais comme, il n'y a rien pour moi vraiment présentement dans le système que je suis actuellement qui me fait entrevoir un avenir qui est bon pour moi. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller sur le marché du travail. Parce que c'est ça que je pense qui est la meilleure chose pour moi, avoir quelque chose de concret, que je suis capable d'interagir avec des vraies personnes, comprendre la réalité du milieu. Puis c'est ça que... C'est le move à faire pour eux. Ben, Puis de mon dans côté... cette situation. Ouais, parce que pour moi, je voyais rien. Il y a du monde qui... Il y a du monde pour eux, c'est vraiment clair. Tu sais, moi, je vais faire sciences nat, je veux devenir médecin, je veux devenir ci, ça. Écoute, tu fais la bonne chose, you know, c'est le chemin à suivre. C'est comme ça que le système y est fait présentement. Tu dois juste play with the rules, right? C'est comme ça que tu dois le faire. Mais pour moi, je me dis, écoute, je vais faire un bac en administration, for what? Ouais. Pourquoi je vais faire ça? Je sais même pas Même si tu l'avais, tu savais pas ce que tu allais faire après. je sais pas que je vais faire avec. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais que je peux faire maintenant, c'est aller travailler, puis faire, 20, 22 $ de l'heure, puis je sais que ça, c'est concret. Ça égale tel montant dans mon compte de banque à chaque mois. Je vais parler avec des vraies personnes, je vais faire des vrais contacts, je vais voir comment c'est vraiment la vraie réalité des personnes, tu sais. Puis quand j'ai commencé à travailler dans une institution financière, je réalisais aussi que la dynamique, vraiment, il y a du monde. J'ai commencé comme caissier, puis il y avait du monde à côté de moi qui avait un bac en économie. Je dis, mais je comprends pas la dynamique. Puis quelqu'un qui est conseiller financier, il y a un bac en art, puis il est conseiller financier. Je dis, OK, il y a quelque chose qui... quelque chose qui tourne pas rond un peu dans comment c'est présenté à certaines personnes, le parcours que tu dois faire. Puis après 8 mois, j'étais rendu conseiller financier, j'avais pas de bac, j'avais rien. J'ai dit, OK, ben, la réalité, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de ça pour réussir. Fait que T'étais rendu conseiller financier? J'étais rendu Avec conseiller. ton bureau, puis... J'avais mon bureau avec mon nom, tout, puis j'étais un des meilleurs. Il y avait des quotas de cartes de crédit que tu dois vendre habituellement. Secret de Polichinelle, pour ceux qui ne savent pas, là, les conseillers financiers, ils ont des quotas de cartes de crédit. Puis tout le monde était comme, OK, les cartes de crédit, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est comme la métrique que tes gestionnaires regardent beaucoup pour savoir est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu fais vraiment la bonne chose présentement dans ton day-to-day. Et des placements REER et tout ça. Puis après 3 mois que j'étais conseiller financier, j'étais numéro 1 dans la caisse. Nice. Je dis, OK, ben, là, je vais voir un des gestionnaires, puis je dis, OK, ben, je pense que c'est le temps d'augmenter un peu le salaire et tout ça, parce que, tu sais, je suis numéro 1. Puis là, il y a une grosse discussion. Non, t'as pas de bac, t'as pas de ci, on peut pas t'augmenter. Finalement, on m'augmente de comme 0.30 sous, d'affaire de même. Je dis, for sure, it's not for me again. C'est temps pour moi de passer une autre étape. Puis j'avais rencontré une personne qui était venue dans un de mes bureaux. Puis lui, c'était un courtier hypothécaire. À ce moment-là, tu avais 21, 22. 21 à peu près, 21 ans, 21, 22. Puis il était courtier hypothécaire. Puis il vient dans mon bureau, puis il me dit, écoute, moi je suis en train de bâtir une équipe de courtiers hypothécaires, puis je viens d'avoir mon augmentation. Là, je dis, je lui dis, tu sais, combien ça fait environ, parce que je ne connaissais pas le métier de courtier hypothécaire. Je connaissais juste courtier immobilier. Il me dit courtier hypothécaire. Je comprends un peu qu'est-ce qu'il fait, puis tout. Puis là, il me dit, écoute, voici mon numéro de téléphone, si t'es intéressé, appelle-moi. Là, je pense à ça. Un gros 45 minutes. Je dis, OK, c'est sûr que je ne reste pas à la banque où je suis. J'écris au gars, il me dit, écoute, voici les marches à suivre. Après 2 mois, j'étais out. J'avais contacté la personne qui était en charge du cabinet de courtage. J'étais parti, je commençais à faire mon cours de courtier hypothécaire. Puis toi, tu as 21, 22 ans, right? Un cours de courtier hypothécaire, ça coûtait peut-être 5 500 $ dans ce temps-là. Puis je sais pas c'est quoi, right? 5 000 5 000 dans ce temps parce que je le faisais en accéléré. Exact, comme Comme toi. Moi, j'ai fait courtier immobilier. Mais... OK, courtier immobilier. Je l'ai fait en accéléré. Sur là, je paye le montant complet. Ça veut dire quoi, accélérer? C'est combien de temps? Tu peux faire absolument le cours de courtier hypothécaire peut-être dans le temps, peut-être en 8 mois si tu veux. Tu vas en place, tu parles avec le professeur. OK. Moi, je dis, j'ai pas le temps pour ça. Je le fais en ligne, accéléré 3 mois, let's go. Puis je paye le montant, c'est d'un coup, tu payes le montant direct. Puis tu sais, oui, je faisais de l'argent à la caisse, à la banque, mais tu fais pas beaucoup d'argent. C'est pas à ce point-là. Je vais encore chez maman, papa. Tu comprends. Tu vas mettre 5 000 $ dans un cours tout de suite. Faut que tu y crois. 100%. Faut que tu y crois. Et là, tu mets l'argent.
J'y vais, puis je dis let's go, that's it, on y va. Puis je suis tombé en amour. J'avais commencé un peu les hypothèques à la banque, mais je suis tombé en amour vraiment avec les hypothèques parce que, honnêtement, c'est dur de trouver un travail où tu es capable de faire de l'argent, tu es capable d'être autonome, puis tu es capable d'aider les gens en même temps. Fait que dans le métier de courtier hypothécaire, tu es capable de faire tous ces points-là dans le même métier. Parce que les courtiers hypothécaires, tu ne cherches pas d'argent aux clients ou quoi que ce soit. Tu es vraiment là pour aider les clients à trouver les meilleurs taux sur le marché, les meilleurs produits, les aider à se qualifier pour un prêt hypothécaire. Puis toi, tu es rémunéré par les institutions financières, puis tu es super impartial. Et pour moi, c'était un métier qui était... Je dis, OK, il y a de l'argent à faire. C'est l'idéal pour toi. J'ai de la revalorisation à faire ce métier-là. It's all in. Right? It's all in. Puis par après, j'ai continué dans le courtage. Je suis resté courtier hypothécaire pendant peut-être 1 an et demi. OK. Puis, à mon 4e mois comme courtier hypothécaire, j'étais courtier du mois dans le cabinet. Tu sais. C'était un gros cabinet au Québec? Oui, c'est le plus gros cabinet. Okay. Le plus gros cabinet au Québec. Puis, j'étais le courtier du mois. J'étais comme, OK, wow, j'ai fait beaucoup d'argent ce mois-ci. C'est incroyable. C'est travail autonome. Tu comprends un peu la game. Tu sais comment ça fonctionne, les déductions. Je dis, OK, c'est bon. C'est un bon revenu net. Puis là, pour ça, je me suis dit, tu sais quoi? Je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il y a une partie de l'hypothèque que je comprends toujours pas, right? Il y a une partie que j'ai toujours pas compris du métier parce que c'était vraiment monotone comme un travail. Tu sais, c'est vraiment, tu parles avec un client, tu lui fais des recommandations, voici qu'est-ce qui est mieux pour toi, voici le taux, voici le produit, tu l'envoies, tu fais ta commission, puis c'est comme ça back and forth. Mais il y avait d'autres modèles d'affaires dans les hypothèques que j'avais pas encore compris. Fait que, déjà, moi, ma mère, c'est une mère qui est immigrante, right? Fait que j'ai arrêté l'école. Okay. Déjà, c'est un flag. C'est un flag. À ça, je vais courtier hypothécaire. Elle dit, OK, tu sais quoi? Je vais lui donner la chance. C'est pas un salaire. C'est pas un salaire. Je fais courtier hypothécaire. Ma première année, j'ai 23 ans peut-être. Je fais 6 chiffres. J'ai 23 ans, je suis encore, je fais 6 chiffres. Oh my God, c'est incroyable. Elle est fière de moi. Là, je trouve une autre type de compagnie qui fait les hypothèques. Je dis, tu sais quoi, moi, je lâche tout ce que je fais, je m'en vais dans cette autre compagnie-là. Elle dit, mec. Ça recommence à Elle dit que je comprends pas ce gars-là. T'étais bien, puis tout. Là. Je vais dans cette autre compagnie-là, payer 45 000 salaire de base, rien d'autre. Parce que pour moi, je me suis dit, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'était une start-up qui vient de commencer à Montréal. J'ai dit, eux, ils vont révolutionner le prêt hypothécaire au Québec et au Canada. J'ai dit, mais il faut que j'aille apprendre de ces gens-là. C'était des gens qui avaient bâti des entreprises dans le passé, des gens très, très intelligents, high IQ. J'ai dit, il faut que je m'assoie avec ces gens-là, puis il faut que je comprenne comment ils vont faire pour bâtir cette entreprise-là. C'est des Québécois? C'est des Québécois à Montréal. Puis, moi, ça, c'est pas tout le monde qui comprend cette affaire-là. T'as eu la vision. Non, ouais, il faut avoir une vision, puis il faut y croire quand même. Puis moi, j'étais le 15e employé à travailler là-bas, right? Maintenant, ils sont rendus 1000 employés en date d'aujourd'hui. C'est le 3e plus gros prêteur à travers le Canada. Mais moi, je suis arrivé là-bas, j'ai dit, c'est quoi? Faut que, pendant que ça commence, il faut que je sois avec eux pour comprendre comment ils font faire ça. Il faut que je comprenne ça. Le timing, man. Timing is everything. Yo, timing is everything. C'est ça que j'arrête pas d'expliquer, mais oui, t'as raison, man. Puis je suis allé là-bas. Puis, quand j'ai quitté mon cabinet, tout le monde était comme, ces gens-là, ils vont faire faillite. Qu'est-ce que tu fais? Ils perdent de l'argent à chaque mois, right? Perds pas ton temps. Tu as 23 ans, tu fais 100 000 et plus. C'est ta première année. Imagine qu'est-ce que tu vas faire dans 2-3 ans. Tu vas faire 500 000, 600 000 $. J'ai dit, tu sais quoi? Donc, je suis jeune. C'est le temps pour moi d'aller apprendre. Parce que je vais faire 600 700 000 $ dans 2-3 ans. Mais est-ce que je vais encore aimer qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais innover? Parce que des fois, il y a du monde qui font beaucoup d'argent, mais ils grandissent pas. Ils font juste la même chose. Et après ça, quand tu as un changement de marché, un changement d'optique, c'est dur pour toi de pouvoir te réajuster parce que tu as juste appris une chose. J'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi apprendre l'entièreté de l'hypothèque. Je suis parti travailler avec ces personnes-là. Puis j'ai bâti différents départements, je les ai aidés, puis on a grossi de façon exponentielle, très, très rapidement. On était une des entreprises avec la plus grosse croissance à travers le Canada. Puis j'ai bâti différents départements, puis j'étais comme, OK, c'est du fun. Puis après un certain temps, on était rendu peut-être à ce moment-ci 300 employés. Ouais. Exemple, les 15 premiers, est-ce que c'était des courtiers qui a eu déjà du succès? Moi, j'étais le premier courtier hypothécaire à travailler dans cette compagnie-là. OK. Fait que c'était une compagnie, c'est beaucoup relié à la tech, cette compagnie-là. C'est une compagnie qui faisait des prêts hypothécaires en ligne. C'était un des premiers à faire ça, les prêts hypothécaires en ligne. Donc, tu remplis une application, puis ils te font une recommandation de produits en ligne directement, puis ils font les calculs pour toi, puis... je suis parti travailler là-bas, puis j'étais le premier courtier hypothécaire à travailler au Québec. Ouais. Fait que j'ai appris vraiment l'hypothèque aussi en accéléré, puis j'étais avec des personnes, comme je t'ai dit, super intelligentes qui me faisaient du mentorat,
Puis ces personnes-là, c'est des personnes qui avaient déjà bâti des business dans le passé, qui les avaient vendus pour plusieurs millions et millions de dollars. Fait que, oui, il y avait l'hypothèque, mais il y avait aussi tout le social que j'étais capable de garder avec eux, puis de m'expliquer un peu comment ça fonctionnait aussi. Le capital risque, comment lever des fonds, parce qu'on a levé 11,5 millions de dollars, on a levé, je pense, quelque chose comme 76 millions, puis un autre 76 millions. Fait que j'étais compris, OK, c'est comme ça que ça fonctionne pour lever du vrai capital au Québec. Voici les métriques que tu dois atteindre, la croissance que tu dois avoir, 20% month over month. C'est des trucs comme ça que j'essaie de comprendre, que tu peux pas comprendre si tu es juste courtier hypothécaire. Ouais. Est-ce que tu fais ton travail autonome, tu peux pas Genre comprendre. les subtilités T'es un un peu plus loin, là. Faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles vraiment dedans, right? Puis il faut que tu souffres beaucoup. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis, tu sais... puis j'ai bâti différentes choses avec eux. Puis à un moment donné, j'étais un peu capé. J'étais capé où ce que j'étais parce que l'entreprise elle a grossi. Puis au final, quand une entreprise grossit, t'es moins involved dans les décisions, t'es moins involved dans plusieurs choses. Puis j'avais un très bon salaire là-bas, j'étais super respecté, j'étais un des premiers employés, fait que tout le monde m'appréciait. Mais pour moi, je me suis dit, écoute, je pense que je suis capable de Faire plus. le bâtir moi-même. Ouais, la même chose qu'ils ont bâti, je pense que je suis capable de le bâtir moi-même. Puis, Damn, ça prend des couilles. C'était prévu depuis le début. je peux pas dire que c'était privé depuis le début, mais je m'étais préparé à avoir du succès, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai fait les vrais steps que tu devais faire pour dire, OK, j'ai un right to win dans ce domaine-là, right? J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est bon parce que tu te laisses jamais être confortable. Quand tu es trop confortable, c'est là que tu réalises qu'il y a quelque chose que tu peux aller chercher de plus. Exactement. Puis, c'est une des choses les plus importantes à retenir, c'est que quand tu es trop confortable, tu n'avances pas. Exact. Il faut vraiment jamais que... Après ça, il ne faut pas que tu sois toujours inconfortable non plus. Là, right? Mais il y a des périodes dans ta vie où ce que tu dois décider, c'est quand que tu y vas à fond, puis c'est quand que tu prends un break un peu. Pour moi, j'étais dans ma début vingtaine, je dis, écoute, il faut que j'y aille à fond. C'est maintenant ou c'est jamais. Voilà, c'est vrai. Puis ensuite, j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je suis capable de le faire moi-même. Puis j'ai quitté. Puis ensuite, circonstances d'événements, il y avait mon partner qui lui aussi est en train de... Il est en train de regarder à différents verticaux, quel genre de business qu'il pouvait créer, puis aussi il était tombé dans les hypothèques. Fait que nos chemins... Il était déjà dans le cabinet avec toi? Non, il n'est pas dans le cabinet. Lui, il n'est pas dans le courtage hypothécaire du zéro. tout. Il connaissait pas les hypothèques ou rien de ça. Puis on s'est croisés, nos chemins se sont croisés. Puis on a décidé de cofonder WiseDay. Puis on a commencé comme firme de courtage hypothécaire traditionnel. Puis ensuite, on a transitionné comme firme de courtage en ligne. Puis ensuite, on a En ligne, dans le sens... où on faisait beaucoup de advertising en ligne. On advertisait beaucoup nos taux pour que les clients, les consommateurs, ils cliquent sur notre lien. Puis ensuite, ils vont dans notre flow. Ils mettent leurs informations, ils choisissent leurs produits. Puis nous, on les contactait après. Puis on les transférait à des banques pour obtenir les meilleurs taux. Puis ensuite, on a transitionné à l'autre étape qui était de devenir nous-mêmes un prêteur hypothécaire, puis d'être la personne qui offrait les prêts hypothécaires aux clients. Ouais, je pense que c'est l'étape la plus dure. Là. C'est l'étape la plus dure parce que, comme je te dis, il y a tellement de... Puis moi, je suis un privilégié. Oui, j'ai fait les efforts, mais c'est une question de timing aussi, encore une fois. C'est est-ce que le marché est prêt pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres parties qui sont intéressés à faire des partenaires avec toi à ce moment-ci où est-ce que tu es prêt. Puis tout s'est aligné parfaitement. Puis on a été en mesure de transitionner comme prêteur hypothécaire. Puis maintenant, on grossit expansionnellement à chaque semaine. Puis tu vois, là, toi, tu as dit que, juste pour mettre dans le contexte, tu t'es mis avec un partenaire là-dessus pour fonder WiseDay. Right? Lui, ton partenaire, c'est quoi son background? Parce que toi, c'est principalement le courtage hypothécaire. Lui, c'est quoi? Comment tu as pu faire pour faire en sorte que vous... Comment tu l'as sélectionné? Là? Ben, je ne peux pas dire que je l'ai sélectionné. Je peux dire qu'on s'est juste bien entendu sur c'était quoi la vision, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis lui, il était beaucoup dans le marketing digital. À la base, il a fait beaucoup d'entreprises dans le passé. Il a travaillé avec des entrepreneurs à méga succès, qui ont des entreprises qui valent plusieurs milliards de dollars. Il a travaillé avec eux, il les a bâtis avec lui, avec ces personnes-là. Donc, pour moi, je ne connaissais pas vraiment le marketing. Oui, je l'ai appris via l'autre startup dans laquelle que j'étais, parce que aussi, il faisait beaucoup de marketing. Fait, je connaissais un peu comment ça fonctionnait, c'est quoi les KPI que tu devais regarder, tes métriques de succès, tout ça, comment build ton user experience, puis toutes ces affaires-là.
mais je n'étais pas la personne qui prenait les décisions, on va dire. Je comprenais, mais je n'étais pas la personne qui prenait les décisions. Mais lui, il avait vraiment une idée complète de comment faire ce marketing-là, comment pousser le brand. Stratégie. Oui, exactement, pousser le brand. Est-ce qu'on faisait de l'advertising? Est-ce que c'était plus Google, Facebook? Est-ce que c'était plus avec des backlinks? C'est quoi les SEO qu'on devait faire? Tous les éléments importants. Fait que c'était un mix parfait. Parce que moi, l'hypothèque, je suis comme un junkie d'hypothèque. C'est ça que je fais l'hypothèque. Fait que d'avoir quelqu'un qui connaît très bien l'hypothèque, quelqu'un qui connaît très bien le marketing, les deux ensemble, ça nous a donné une bonne recette pour avoir du succès jusqu'à présent. Puis, quand je t'ai dit qu'on a transitionné, son rôle lui aussi a évolué beaucoup plus. Parce que c'est beaucoup moins du marketing. On ne fait pas de ads, on ne fait plus de ads ou quoi que ce soit. C'est plus ce type de business. C'est vraiment les courtiers, on est un prêteur hypothécaire à même titre qu'un Desjardins, un BMO ou un Banque Nationale, on va dire. Puis est-ce que ça se pourrait que, exemple, si c'est déjà arrivé ou si ça pourrait arriver que vous n'avez pas les fonds pour faire le prêt? Exemple, tous les courtiers du Québec viennent te voir demain. Non, on a des fonds illimités. Comment ça fonctionne justement par rapport? Ça, c'est cheaté. En tout cas, ça rentre pas dans ta tête. Ouais, ça rentre pas dans ma tête. Je comprends pas comment tu peux les prêts limités. Genre. Ouais, je ne vais pas entrer dans le jargon hypothécaire parce que ça va juste confuser toute la l'auditoire. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu j'essaie d'utiliser les bons termes là, pour que ce soit comprenable. Mais est-ce qu'on fait des partenariats avec des grandes banques à travers le Canada? Okay? Puis ces banques-là, eux, ils ont un channel d'acquisition de clients qui est déjà prédictible. Mettons, tu vas chez TD, Desjardins, Banque Nationale, où tes comptes bancaires sont déjà là-bas. Ben, quand tu vas là-bas, eux, ils savent déjà que si tu vas les voir pour une hypothèque, ils savent déjà que leurs taux qu'ils vont te donner, c'est des taux qui sont souvent beaucoup moins avantageux que qu'est-ce qu'il y a sur le marché, mais que tu vas quand même prendre un prêt hypothécaire avec eux à cause que tu as tous tes comptes là-bas, puis c'est facile. Mais ils savent aussi qu'il y a un autre marché où il y a des clients qui sont un peu plus rate sensitive, qui sont beaucoup plus axés sur c'est quoi le meilleur taux, c'est quoi la meilleure offre sur le marché. Si je suis un client chez la Banque Nationale ou peu importe l'institution financière, puis je vais directement en succursale, puis le taux n'est pas convenable, ben à ce moment-là, je vais aller magasiner sur le marché, puis j'essaie de trouver un taux qui est plus avantageux. Ouais. Nous, c'est le segment où on est un peu plus, où c'est les clients qui veulent avoir les meilleurs taux sur le marché. Fait que ces banques-là, ils disent, au lieu de perdre cette business-là qu'on ne peut pas avoir, on va partner up avec des prêteurs comme le nôtre pour être en mesure d'avoir une part de marché pour ces clients-là qui veulent les meilleurs taux, les meilleurs taux hypothécaires. Fait qu'à ce moment-là, les grandes banques canadiennes, eux, ils réservent un pool d'argent pour des prêteurs comme le nôtre. C'est pas toutes les banques qui sont ensemble. Nous, on a des partenariats exclusifs. Fait qu'on est capable de mettre de côté plusieurs milliards de dollars ou des dizaines de milliards de dollars quand même très fort. Pour être en mesure de les aider puis obtenir des prêts hypothécaires sur le marché. Fait que, disons que tous les courtiers à travers le Québec décident de nous envoyer leur dossier aujourd'hui, on pourrait quand même faire les prêts hypothécaires pour tout le monde. Okay. C'est sûr qu'opérationnel, ce serait un peu plus compliqué. Ouais, ça c'est clair. C'est plus ça l'enjeu, mais en termes de fonds, il n'y aurait pas d'enjeu. Ouais, mais vous, c'est plus pour les particuliers en général, non? Nous, on fait juste des prêts. Dans le fond, les clients, les particuliers ne peuvent pas nous contacter directement pour obtenir un prêt hypothécaire. Mais pourquoi, justement? Parce qu'on veut éviter la compétition avec les courtiers hypothécaires. Parce que si tu es un courtier hypothécaire, tu parles avec ton client, en tant que tu es un courtier hypothécaire, tu parles à Sambou, tu dis, écoute, le meilleur taux, c'est chez WiseDay. Je vais t'envoyer là-bas. Puis là, Sambou, il dit, tu sais quoi, je vais contacter WiseDay moi-même. Fait qu'on veut pas, puis là, nous, on fait ton prêt hypothécaire, mais c'est toi qui a commencé la transaction. Ça crée de l'ambiguïté un peu. Fait que c'est vraiment juste avec les courtiers hypothécaires qui peuvent nous transmettre le dossier. Mais après ça, les clients, c'est nous qui... Ils contactent notre service à la clientèle s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, s'ils veulent imprimer leur relevé hypothécaire, changer leur fréquence de paiement, ça devient nos clients une fois que la transaction est terminée. Mais avant que la transaction soit terminée, c'est vraiment le client du courtier hypothécaire. OK. Nice. Tu vois, genre, parce que toi, avant que tu sois un prêteur privé, toi, tu le faisais pour les particuliers. Je veux juste faire c'est pas un prêteur privé. Un prêteur, ouais. Parce que souvent, le monde fait la confusion. Un prêteur privé, c'est vraiment, on appelle ça un prêteur non bancaire. Un prêteur non bancaire. La catégorie A, on va dire le A-lending, parce qu'il y a A-lending, B-lending, puis privé. Fait que privé, c'est comme, OK, c'est les taux à 10, 12, 13 puis ils prennent des garanties. Le B, c'est quand tu ne te qualifies pas dans les
on appelle ça les ratios d'endettement traditionnels, où ce que tu n'as pas assez de revenus pour te qualifier, mais il y a des prêteurs qui sont prêts à prendre un peu plus de risques quand même parce que tu as beaucoup d'équité dans ta maison, peu importe, ils savent que si tu es en défaut de paiement, ils vont quand même être capables de récupérer leur argent. Puis nous, on est dans le A-lending, où ce que c'est vraiment des prêts hypothécaires pour les clients, excellents cadres de crédit, les clients qui veulent les meilleurs taux, les bons revenus, etc. Nous, on est vraiment dans le A-lending. C'est là que j'allais en venir avec ma question. C'est quoi un bon client type pour qu'il puisse être capable d'avoir un bon prêt. Un bon prêt, on va dire. Ouais, je te Le dirais. client idéal. Le client idéal. Après, ça dépend du salaire aussi, mais comme... Je te dirais, il faut que tu te qualifies dans les ratios d'endettement qui sont déterminés par nous, par WiseDay. Fait que, sans rentrer dans les détails, disons que tu as un revenu X, tu as tel nombre de dettes, il faut que ton revenu versus tes dépenses égale à tel ratio pour être capable d'obtenir un prêt hypothécaire chez WiseDay. Après ça, les codes de crédit, des fois, il y a des codes de... Si tu as une code de crédit, disons que tu es un client, le meilleur type de client que tu peux avoir, code de crédit en haut de 680, tu as un salaire tu as un revenu qui est stable. Si tu es salarié, que tu sois permanent, temps plein, revenu qui est stable. Si tu es travailleur autonome, que tu as un minimum de 2 ans d'historique, on va dire, pour qu'on soit capable de voir que tu as de la continuité dans ton revenu. Mais vous préférez quand même les salariés, quand même, non? Je ne peux pas dire qu'on préfère. Ouais? On fait beaucoup de travailleurs autonomes. C'est juste que des fois, on a des travailleurs autonomes qui sont là, qui sont travailleurs autonomes depuis 6 mois. Fait que pour nous, c'est un peu plus dur de qualifier ce type de revenu-là. On va demander 2 ans que tu sois travailleur autonome. Des fois, on est capable de faire des exceptions. Des fois, il y a des gens qui étaient salariés pendant 10 ans, puis ensuite sont devenus travailleurs autonomes. Mais on voit qu'il y a une continuité. On voit que durant les 6 mois qu'il est travailleur autonome, on voit qu'il y a des dépôts bancaires qui rentrent beaucoup, puis on voit qu'il y a vraiment une continuité de ce qu'elle faisait comme salarié à cause qu'elle s'est juste incorporée pour payer moins d'impôts. Fait qu'on est capable des fois de mitiger le risque de notre côté, mais je te dirais de façon traditionnelle, on demande habituellement à 2 ans Mais quand tu dis on est capable de calculer le risque, c'est vraiment votre système que vous avez mis en place? Ben c'est les critères hypothécaires. Fait qu'il y a comme des normes dans l'industrie pour les critères hypothécaires qui sont acceptables. Chaque institution financière, ils ont leurs critères à eux, mais ils se ressemblent quand même pas mal. C'est rare que tu vas voir une institution financière qui va dire que t'es trop différent. Ouais, trop différent. Des fois, il y en a qui vont dire OK, ben, on est capable de majorer le revenu de 15 %. Il y en a d'autres qui vont dire c'est 20 %. Il y en a d'autres qui vont dire on est capable de retirer tel type de dépenses. D'autres qui vont dire on va être capable de les accepter. Mais les normes sont quand même assez similaires parmi les institutions. Après ça, quand tu vas dans le B ou dans le privé, c'est vraiment free for all. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est de l'argent privé. Right? Fait qu'eux, ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec... ils établissent leurs propres risques. Puis pour les gens qui sont comme une situation plus... Parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans la situation... Ils ont la mise de fonds, ils ont de l'argent dans leur compte de banque, ils sont travailleurs autonomes, mais ils n'ont pas nécessairement déclaré tous leurs revenus qu'ils font. Fait qu'ils ne peuvent pas faire un prêt, d'un exemple, 1 million. Oui. Est-ce qu'il y a une solution avec ce genre de personnes-là? Oui, c'est sûr qu'il y a des solutions. Il y a des domaines spécifiques où il y a des composantes en argent. On comprend bien que des fois, il y a des taxieurs, des gens qui travaillent dans la restauration, qui... déclarent 30 000 par année, mais au final... Des coiffeurs. Ouais, il y a beaucoup de composantes en argent où ils ne déclarent pas tout cet argent-là, puis on le comprend. Puis on est capable on appelle ça verbaliser le revenu. Fait qu'on regarde en même temps le revenu brut de la compagnie. On regarde c'est quoi les dépenses qui ont été faites, on regarde c'est quoi le revenu net. Puis il y a comme des normes dans l'industrie. Fait que, mettons, un coiffeur, s'il arrive et il me dit, écoute, moi, il a déclaré, on va dire, 50 000 $ de revenus net. Son entreprise, elle a fait 150 000 $. On peut verbaliser le revenu, on va dire jusqu'à X montant. On va dire 100 000 $ dans cet exemple-là. Mais un autre travailleur autonome qui viendrait, un autre barber qui viendrait et me dire, écoute, moi, je veux verbaliser mon revenu jusqu'à 150 000. Fait que, il y a des normes qui sont établies dans l'industrie qu'on peut dire, OK, ça, c'est acceptable, puis ça, c'est pas acceptable. Okay. Fait que des fois, il y a des métiers, des corps de métier où tu déclares moins de revenus, mais on est quand même capable de le majorer beaucoup plus que la norme parce qu'on comprend que ce type de métier-là, c'est normal. Ouais. Que c'est comme un non-dit, que tout le monde fait ça. Ouais. Les taxis, les coiffeurs, restauration, les serveuses, peu importe. On est capable de faire des exceptions pour ce type de revenu-là. Nice. Puis c'est quoi, exemple, surtout dans ton domaine à toi, quand tu ouvres une start-up, c'est quoi la pire erreur que tu pourrais faire? Ou la pire erreur que même toi, tu as faite, peut-être? Je te dirais, c'est engager trop vite. Okay, ouais. Engager trop vite. Souvent, le monde, ils essaient de se détacher des tâches le plus rapidement possible. Puis, qu'est-ce que j'ai appris dans les autres startups dans lesquelles j'ai été, c'est vraiment
d'être hands-on au début, puis de comprendre vraiment chaque petite chose pour être capable de l'enseigner après. Souvent, tu vas engager la mauvaise personne, puis tu vas penser que c'est la norme, comment la personne elle travaille, peu importe. Puis, tu sais, ça va très vite. C'est chaque jour dans une startup, c'est comme une année. Ça va vraiment, vraiment. Le monde, ils ne se rendent pas ils savent pas à quel point c'est compliqué de commencer une entreprise de scratch. Tu sais, quand on a commencé YSD, c'était un whiteboard avec un papier, avec un crayon. Puis on commençait à dessiner. OK, on fait ci, on fait ça. C'est vraiment, tu commences avec rien du tout. Ouais. Fait que quand tu embauches les mauvaises personnes, ça peut t'amener dans une direction. 100%. Ouais, Puis souvent, c'est toujours une question de temps. La majorité des startups, si tu leur donnerais du temps, ils seraient capables de réussir. La problématique, c'est le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer le pont à cause qu'ils ont plus d'argent. OK. They run out of money. Ils commencent avec 100 000 $ dans le compte, puis ils prennent une mauvaise décision qui va leur coûter 20 000 $, ça leur coûte 3 mois de runway. S'il n'y a personne qui veut investir dans ton entreprise, you're done. Ouais. Si tu n'as pas les capitaux pour backer ton entreprise toi-même, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est fini. Tu passes à la prochaine. Tu passes à la prochaine business, right? Ouais. Est-ce que tu vas. Il y a d'autres personnes ensuite qui sont têtues, qui vont dire, tu sais quoi, moi, je vais hypothéquer ma maison, je vais refaire ci, je vais refaire ça. Fine. That works too. Mais c'est juste qu'il faut vraiment que tu sois conscient qu'il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu ailles vite quand même. Il faut que tu prennes ton temps avec les décisions que tu prends. Faire au bon timing. Le bon timing. Si tu vas trop vite dans les décisions que tu prends, ça peut vraiment causer ta perte très rapidement. Puis c'est un monde qui est sans pitié. Tout le monde pense que c'est un truc de Cendrillon. You always find a way to make it. Non, des fois, c'est juste... C'est terminé. C'est game over. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est terminé. Tu pensais, tu sais, puis j'en ai connu des entrepreneurs, là, j'en parle souvent. Là, il y en a beaucoup qui m'écrivent. Ils demandent du mentorat, ils demandent plein. Puis je leur dis toujours, ils ne sont pas focus sur la bonne chose. Non? Ils engagent du monde. Il y a des choses que je fais dans l'entreprise, personne ne pourrait penser que je fais ça. Ils pensent que j'ai 5 personnes qui font ce travail-là pour moi, à cause que ils pourraient penser, OK, mais Tony, c'est le cofondateur, c'est le chef des opérations. Ce ne serait pas lui qui ferait ça. Ce serait peut-être une assistante, ou peu importe. Moi, je le fais. Je vais au bureau à 7 h le matin, je quitte à 11 h le soir, je m'assure de tout faire. Je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur, que tout se passe bien. C'est comme ça que tu commences une business qui va avoir du succès. Ça ne te garantit pas le succès, mais ça t'aide à avoir du succès. Bon premier step. Ouais. Vous êtes rendu à combien d'employés? Au Québec, on est peut-être 17, 18 employés présentement. On a d'autres employés à travers le Canada présentement. Puis on grossit très rapidement. Là. Mais c'est quoi qui fait en sorte que vous grossissez aussi rapidement? Je te dirais... L'expérience, un peu, dans un sens. L'expérience, oui, mais on commence... Parce que quand on a commencé dans le canal courtier, où on acceptait les dossiers des courtiers hypothécaires, on a été très sélectif avec les courtiers qui pouvaient nous soumettre des dossiers pour s'assurer que l'expérience était bonne, s'assurer de contrôler vraiment les opérations et tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de courtiers hypothécaires qui n'étaient pas en mesure de nous soumettre des dossiers. Maintenant que les opérations ils roulent correctement, on a ouvert la porte à plus de courtiers. Puis, on a des taux qui sont vraiment, vraiment compétitifs sur le marché. Si on regarde le mois de janvier au décembre, c'est des mois habituellement dans le marché hypothécaire qui sont beaucoup plus tranquilles. C'est la saison forte d'hypothèque, ça commence mi-février jusqu'à juillet. Donc, ça recommence en septembre, octobre, novembre, un peu plus tranquille. Puis, c'est toujours le même cycle à peu près. Puis, pour nous, le mois de décembre, le mois de janvier, c'était les mois les plus gros pour nous de l'année. À cause qu'on avait les taux les plus compétitifs à travers le Canada. Fait que pour nous, les courtiers hypothécaires, quand ils sont en mesure d'offrir des bonnes solutions à leurs clients, c'est facile pour eux. Quand les opérations fonctionnent bien, ils ont un bon service, c'est facile pour eux aussi de transitionner avec nous. Donc, je dirais que c'est pour ça qu'on grossit rapidement. Puis toi, je sais qu'au début, tu avais parlé du fait que tu avais commencé même dans le monde de la finance principalement pour investir dans des propriétés. Oui. Est-ce que toi, finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que, entre guillemets, tu as accompli ou comme tu as tout réinvesti juste au sein de l'entreprise aussi? Non, je pense que mon premier blog, je l'ai eu à 24 ans, je pense. OK. 24, ouais. So là, tu as quand même
Comment on dit ça? Tu commences ton parc immobilier. Ouais. Oui. Pour comment moi, dire. l'immobilier, c'est pas là où je mettrais tout mon argent. Ouais. Je trouve que c'est quand même un peu illiquide comme type d'investissement. C'est vrai. Mais j'y crois beaucoup. Puis je pense que avec tout ce qui se passe à travers le monde, surtout à travers le Canada, les relations Canada-États-Unis présentement et tout ça, je me dis, c'est la seule chose que tu es sûr, c'est que si tu as des propriétés, you're gonna be good. Right? Exact. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu comptes investir ailleurs aussi ou? J'aimerais ça investir éventuellement dans d'autres startups, des personnes dans qui que je crois, puis de pouvoir redonner éventuellement. J'ai déjà commencé un tout petit peu avec quelques individus. Puis, honnêtement, moi, ça me passionne. Quand je vois des personnes qui sont passionnées par qu'est-ce qu'ils font, ils y croient vraiment. Puis des fois, je teste beaucoup des personnes qui m'écrivent, disent oh, j'ai une idée, j'aimerais ça faire cette compagnie-là. Puis des fois, j'essaie de les détruire durant l'appel pour voir juste à quel point ils y croient vraiment à leur entreprise. Puis souvent, ceux qui poussent le plus, c'est eux avec qui que je partner up. Parce que tu vas traverser beaucoup de critiques durant ton parcours. Right? Puis si tu t'arrêtes à la première critique, quelqu'un il dit ça fonctionne pas, c'est à cause que cette personne n'a pas compris vraiment l'idée complète ou elle n'a pas compris vraiment où est-ce que tu veux aller. Mais si toi, avec cette critique-là, tu t'arrêtes, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas fait tes devoirs puis tu vois pas qu'il y a toujours une solution pour pouvoir t'aider à aller à la prochaine étape. Fait que souvent, quand je fais des appels, là, j'ai donné mon cue. Là, Ouais, c'est mais ça. j'aime ça pouvoir briser les idées rapidement puis voir s'ils sont capables de rebound là-dessus puis tu me prouver que non, j'ai pensé à ça ou je vais figure it out. Okay, mais dans le fond, c'est que tu fais un peu de mentorat dans un sens. Je veux pas dire que je fais du mentorat. Genre, c'est pas quelque chose que... Non, je fais... Quand ça vient, ça vient. Oui, exactement. Il y a du monde qui m'écrit, écoute, j'ai une idée, je veux faire une business. Je suis comme, OK, good. T'es rendu où, premièrement? Parce que souvent, il y a du monde qui m'écrit, ils sont comme rendus nulle part. Ils n'ont même pas établi c'est quoi le marché, c'est quoi les possibilités, pourquoi ils sont en mesure de gagner ces parts de marché-là. Ils arrivent juste blank, puis ils me donnent leur, voici ma business. OK, what's happening now? Ils sont pas capables de m'expliquer. Ces gens-là, je travaille pas avec eux. C'est ceux qui ont fait leur travail. Ils disent, OK, je suis rendu là, j'ai déjà lancé mon MVP, j'ai déjà commencé à acquérir différents clients, etc. C'est avec eux que je prends plus de temps pour discuter. Puis des fois, ça donne à absolument rien. Parce que des fois, il y a du monde qui m'écrit pour des business que j'ai vraiment aucune connaissance. Puis ça, c'est important de reconnaître quand tu sais pas de quoi tu parles. Puis de le dire directement à la personne pour pas leur faire perdre leur temps. Il y a un gars qui m'avait écrit pour des bandes électriques, je pense. OK. Je dis, écoute, C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas vraiment. Je me vois pas mettre de l'énergie dans ton entreprise, mais je te recommande de faire ci, ça. Va contacter cette personne-là que je connais, cette personne-là, puis do what you have to do, you know. Que Dieu soit That's avec it. toi. Exact. OK. C'est quoi ta plus grande force en business, d'après toi? Je pense mon thinking. Je pense que j'ai une bonne pensée critique. Je suis capable de comprendre les choses rapidement, établir les problématiques vite, puis agir rapidement dessus aussi. OK, nice. Fait que pour moi, quand je vois un problème, souvent, le monde sont un peu insultés. Je ne les laisse pas finir leur phrase. Je suis comme, j'ai compris qu'est-ce que tu vas me dire. J'ai compris qu'est-ce que tu vas me dire. OK, ouais. Ça va être trop long. Avec tes 3 premiers mots, je sais où ce que tu t'en vas. Ouais. Parfait, je m'en occupe. I'm gonna figure it out. OK, ouais. Je dirais que je suis très, très proactif aussi. Puis je comprends... quand tu comprends ce que tu fais, c'est quand même cyclique un peu, les problèmes qui peuvent arriver. Souvent, les gens voient les problèmes plus gros que c'est, à cause que c'est la première fois qu'ils voient ce type de problème-là. Mais quand tu en as vu plusieurs, tu es capable de faire des liaisons entre eux et de dire, OK, ben voici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème-là. Puis est-ce que tu penses que c'est plus naturel ou tu l'as travaillé, ce côté de toi? Je pense que c'est naturel, honnêtement. Je pense que c'est naturel, mais ça se travaille au fil du temps. Ça se travaille au fil du temps, mais je pense que c'est quand même naturel. Puis là, tu disais quelque chose d'intéressant. Je sais pas si c'est encore ton horaire, mais tu disais que tu es là de 7h du matin à 11h le soir. Oui. Est-ce que tes journées, en général, c'est à ça que ça ressemble, là? Ton horaire? Oui, je te dirais que c'est vraiment, vraiment la réalité. Puis es-tu en couple ou quelque chose? Oui, bien sûr. Comment tu fais pour gérer ça avec mademoiselle? Écoute, j'ai quelqu'un qui est vraiment compréhensif à la maison. Quelqu'un qui croit beaucoup à mes rêves. Puis pour moi, ça a été super clair toujours depuis le début. C'est écoute, je vais toujours être là pour toi. Je vais toujours. Mes rêves, c'est mes rêves. Right? Si tu te mets au milieu de mes rêves,
C'est différent. Ça, c'est bien C'est dit, vraiment, ça. c'est vraiment différent. Puis, elle aussi, elle est quelqu'un qui est super occupé aussi. Ça, c'est Quelqu'un bien qui est dit. très, très compétitif aussi. Nice. Fait que pour nous, c'est un match parfait, je te dirais. Parce que, Ok. oui, je me lève tôt, je pars tard, mais j'ai jamais ce guilt quand je rentre à la maison que, hey, t'étais où, tu rentres toute la journée, right? Ouais, ouais. Non, C'est ça. Puis c'est super important d'avoir une bonne partenaire parce que ça peut te ralentir. Ça peut ralentir à Ça, ça. ça te ralentit, là, tu sais pas à quel point. Parce que si t'aimes la personne, si t'aimes ton partenaire, Ouais. parce que tu peux avoir la mauvaise partenaire, mais tu l'aimes quand C'est ça. même, right? Ouais, Ça, c'est un ouais, ouais. problème. Ça, c'est un gros C'est problème. un problème. Ouais. Je connais trop de gars, surtout dans la vingtaine, parce que toi, tu disais justement que dans la vingtaine, c'est là qu'il faut que tu pushes le plus. Mais bizarrement, la vingtaine, c'est là que tu peux rencontrer aussi Ouais. la jante féminine. Ça peut C'est être vrai. une excellente distraction, C'est malheureusement. Mais j'ai l'impression que souvent, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, ça ralentit bien plus certains gars que ça puisse les propulser genre à un autre niveau. À part si tu as le match parfait, genre comme toi. Mais Ouais. Il est comme toi. C'est- Il est comme toi, ça. oui, moi aussi, ça fait un moment. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais toi, ça fait longtemps et tout, t'es avec elle ou? Ouais, ça fait longtemps. Écoute. Étais-tu là quand tu jouais au foot ou c'était juste après? Ouais, ça fait super longtemps, honnêtement. Ok, ok. Ouais. Elle a vraiment vu l'évolution. Elle a vu Ouais, ouais, l'évolution. Ouais, c'est ouais, vrai. elle a vu l'évolution, puis tu sais, à chaque jour, je suis reconnaissant de l'avoir. honnêtement. Sans ça, ce serait super plus difficile, right? Non, Des ouais. fois, tu as besoin de parler. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup à la base. C'est même je parle pas beaucoup avec elle de la business non plus parce que souvent, quand tu as t'as trop d'opinions ou quoi que ce soit, ça te distrait un peu. Ouais, ça distrait Je suis plus très qu'autre dans ma chose. tête pour ça. Je suis d'accord. Je parle pas de la business parce que souvent, ça peut la stresser plus que moi, ça me stresse. Right? Des Ah, fois, ouais, exact. quand tu commences à mettre le stress des autres personnes sur toi, ça te stresse plus. Ouais. Pour C'est comme certaines un C'est vrai. cycle. C'est un cercle que c'est un cycle que tu veux Ok. pas être dedans. Mais honnêtement, c'est super important d'avoir le bon partenaire parce que tu peux ça peut make or break Ouais, pas juste ta business, mais juste ton avenir en Ouais. général. C'est vrai, exact. Non, C'est quoi la plus grosse pression que toi tu te mets genre dans ta business? Je sais pas si tu comprends la question. Ouais, ben, je dirais de la faire fonctionner. Ouais, déjà. Déjà, c'est la faire fonctionner à chaque jour. Je suis quelqu'un qui est quand même perfectionniste, mais dans une business, dans l'étape où ce qu'on est, tu peux pas être perfectionniste. Parce que il y a tellement de choses qui bougent en même temps que tu dois juste le faire fonctionner. Right? Puis après ça, une fois que... C'est quand ça brise, c'est là que tu le répares. C'est comme ça dans les startups. Tant que ça brise pas, tu mets le scotch tape, tu mets le scotch tape, tu mets le scotch tape. Puis Ouais. quand ça brise, là, c'est ta priorité. Tant que ça brise pas, tu focuses sur les autres choses qui ont déjà brisé. Puis dans les positions où que moi et mon partner, on prend les problèmes les plus gros. Fait que les problèmes les plus gros de chaque personne dans notre entreprise viennent à nous. Fait que c'est pas des journées où tu es là à rien faire. Puis c'est vraiment, OK, Ah ouais. chaque jour, j'ai 15 problèmes que je dois régler. Puis c'est des problèmes que les employés qu'on a embauchés, des personnes super qualifiées, qui sont pas capables de résoudre. Fait qu'ils les envoient à nous. Puis souvent, quand ils envoient à nous, c'est des gros problèmes que tu dois passer du temps là-dessus, tu dois communiquer avec d'autres personnes. Mais honnêtement, je changerais... Tu sais, comment je l'explique, c'est comme si c'est pas le fun, c'est difficile, Ouais, mais ouais. je changerais vraiment pas ça, parce que c'est ça que j'aime faire. Puis je dis toujours aux personnes avec qui je pense que présentement, je vis mon rêve. Mhm. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, écoute, j'aimerais ça, avoir ma business, j'aimerais ça avoir cette vie-là, cette auto-là. Puis tout ce que j'ai voulu quand j'étais jeune, je l'ai présentement, dans un sens, à cette étape-là de ma vie. Ouais. Je voulais mon bureau avec cette belle vue-là, avoir un partenaire avec qui j'aime travailler, avoir ma femme, avoir ci, avoir ça. J'ai tout ce que j'ai présentement. Fait que quand je parle, je me plains pas. Je dis juste, c'est ma Grateful. réalité. Je suis grateful d'avoir ces problèmes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème. Dans le sens, ils n'ont rien à régler. Exact. Ouais. Moi, à chaque jour, je me lève, C'est des j'ai beaux quelque chose à problèmes. faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Je m'en vais au bureau, j'ai une mission. Puis, tu sais, la business dans laquelle je suis pas là nécessairement pour faire de l'argent. Oui, l'argent, c'est important, mais en réalité, derrière, Ouais, rendu il y a- à un certain point. il Ouais, y a- je comprends. derrière, il y a une vraie mission. Tu sais, c'est peut-être des vraies personnes à obtenir. C'est comme, ça peut être toi, mon client demain, qui veut obtenir un prêt hypothécaire, puis je veux te faire économiser de l'argent à chaque jour. C'était pas parce que l'argent, c'est important pour toi. C'est pour tout le monde, mais cet argent-là, tu peux le prendre, puis l'aider, puis le prendre, puis tu
le donner à tes enfants ou à ta famille. Le 50 ou 80 $ que tu sauves par mois, tu vas le prendre, tu vas faire quelque chose d'autre avec. 100%. Right? Puis t'aider à avoir un bon processus, t'aider à closer ton hypothèque Ouais. au bon moment. Parce que le processus hypothécaire, c'est le processus le plus stressant pour Les clients. les clients, mais les personnes entre 18 et 34 ans, ils disent que le processus hypothécaire, c'est leur processus le plus stressant à vie. Right? Fait que quand tu partner up avec un prêteur comme WiseDay, nos attentes, c'est d'être en mesure d'avoir un processus pour les clients qui est sans stress. Fait que quand ils disent « OK, j'envoie ton dossier chez WiseDay », c'est que pas de problème. Ok, Eux, tout- ils sont bons. ça va bien aller. Ça va bien aller parce que dans le marché où tu es présentement, si tu n'as pas ton hypothèque, si tu n'as pas ta preuve de financement en dedans de 10 ou 12 jours, Ciao. c'est fini. Il y a une autre personne qui est derrière toi qui va être en deuxième rang, qui va à son tour avoir la chance d'acheter la propriété. Puis il y a du monde ça leur prend 6 à 9 mois pour trouver la maison qu'ils veulent. Ouais. Puis là, ils l'ont trouvé. Puis leur dossier est un petit peu plus compliqué ou peu importe, c'est un dossier simple. Mais il y a des prêteurs que ça prend tellement de temps avant d'obtenir un financement qu'ils perdent la chance d'acheter cette Et pourquoi propriété-là. ça prend du temps? Parce que des fois, les banques sont débordées. Parce que des fois, l'application, elle est un peu différente. Et, obtenir la documentation, etc. Fait que c'est un impact réel que tu as sur les personnes. Ok. Puis, est-ce que, parce que là, c'est principalement financement hypothécaire, donc pour acheter une maison, etc. Est-ce que le WiseDay pourrait faire aussi du financement pour les entrepreneurs, que eux, ils voudraient prendre l'argent, juste réinvestir dans leur business? Non, fait qu'on est vraiment axé sur une chose pour le moment. On fait C'est seulement. comme, C'est hypothécaire. C'est comme juste le financement hypothécaire. Puis il peut pas dire, OK, ouais, c'est pour ma maison, puis après ça, il prend l'argent, puis... Ouais, mais c'est que on pourrait même pas déployer les fonds tout simplement c'est ça, en faisant c'est ça. ça. Parce qu'il y a comme un processus, c'est vraiment très contrôlé. Là. Ça fonctionnerait pas. C'est des produits. Quand c'est des, Le glitch. quand c'est des produits financiers, Ouais. tu deals avec des institutions financières et tout ça, c'est vraiment, tout est réglementé, paper Ouais, trail, c'est vraiment, il n'y a pas $1. Si ça va à gauche, le dollar doit balancer à droite, c'est vraiment super bien fait. Fait que... Puis je me demandais, Tony Moreno, c'est originaire d'où? Ouais, je te laisse deviner. Moi, j'ai fait mes recherches, je vais pas le dire. Ah ouais, moi j'aurais dit Il est genre. haïtien, mais il y a Ouais, un autre côté. Mais J'allais vas-y. dire. À côté de l'Haïti, c'est. Quoi? Quête. Dans les Caraïbes, là, en tout cas. Non, mais je suis haïtien, Ok. puis mon grand-père, du côté de mon père, il est cubain. Cubain, ok. Ouais. Et c'est Et cubain. tu sais, je dis ça explique pas mon nom de famille, parce que Moreno, c'est vraiment italien. Ouais. C'est Ah, ça qu'il disait, lui, de base. c'est vraiment italien. Mais je pense qu'ils ont changé le nom dans le temps. Je pense que c'était peut-être Moreno. Puis ils ont juste. Tu sais, des fois, le monde, dans les temps précédents, ils changeaient peut-être le nom pour différentes raisons. Ok. Puis ça a changé. Ils ont mis un I pour Moreno. Puis ça a juste. Mais tu sais, Morino, mais il y a même Tony aussi. La majorité des Tony que je connais sont tous C'est italiens. vrai, c'est vrai. Fait que moi, j'étais comme... Moi, au début, j'étais sûr que c'était un Italien quand il m'a parlé Ben, direct. quand je faisais les entrevues, quand j'étais plus jeune, le monde était toujours choqué quand je me présentais. Ouais, J'arrive quelque part, Tony Moreno, je suis comme, ouais, c'est moi. OK, il me regarde. Exactement. Moi, quand il m'a dit ça, il m'a dit, oui, t'as un problème contre les Noirs. Ouais, c'est ça. J'ai Parce dit qu'il non. dit Tony Moreno, là, je le présente, il a fait Ah, c'est. Et je te jure. Il pensait que ça allait être un Italien ou quelque chose. J'ai dit non, non, c'est. Ouais. C'est nice, c'est nice. Puis, par rapport à, exemple, quand tu as commencé ta business, ton partenaire, etc., c'est d'où au début? Il n'y a pas d'autres employés, là? Ouais, Moi, fait que, j'avais compris, vous étiez genre 3 ou 4. ouais, fait que au départ, on était 4. Au départ, donc on avait chacun différents rôles. Moi, j'étais beaucoup plus axé sur les hypothèques. Mon partenaire Eric était beaucoup plus axé sur le marketing digital. On avait une autre personne qui était beaucoup plus axée sur le produit. Donc, Juste pour. Quand tu dis marketing digital, qu'est-ce que ça veut dire exactement? parce qu'on a levé les fonds d'un venture qui s'appelle Havery Capital. Donc, Ok. eux, ils nous ont donné 5 millions de dollars pour qu'on soit capable de grossir l'entreprise. Puis, mon partner Eric, il avait déjà travaillé dans des entreprises de cette personne-là, dans le marketing digital. Ok. Puis, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Goli. Goli, ça me dit Goli quelque chose, Nutrition. Non, je sais. C'est les petites gélules, Apple Cider. Ça me dirait. OK. Ça me dit Donc, vaguement c'était quelque une chose. des plus grosses entreprises à travers le monde.
Puis on la connaît pas. Il y a quelques années. C'est inacceptable. Puis c'est un Montréalais qui a fondé cette entreprise-là. Puis c'est lui un de nos investisseurs principaux chez WiseDay. Puis, tu sais, lui, c'est un génie du marketing. Tu sais, son entreprise, tu la voyais partout sur Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, c'était la personne qui était la porte-parole principale. Je suis saisi. Tu le vois partout dans Costco. Si tu portes attention, Si je veux voir, je pense que je vais faire Ah! Ouais, je suis sûr. Sûrement, Je suis c'est sûr. ça. Fait que c'est lui qui avait créé cette entreprise-là. Puis mon partenaire, il avait travaillé avec lui dans d'autres entreprises. Fait que mon partenaire, il a appris beaucoup sur le marketing, comment convertir la cliente, le marketing de référencement aussi, avec les influenceurs et tout ça. Fait que il était vraiment connecté sur comment ça fonctionnait. Comment acquérir des clients. Comment acquérir des clients, c'est quoi les erreurs à pas faire, etc. Donc, c'est pas mal ça. Après ça, c'est quoi le marketing digital, la définition en tant que tel, je pourrais pas te dire. Mais moi, je la comprends, mais c'est pour que... Ouais, mais c'est ça que lui Mais ça me faisait. fait penser vite fait à nous deux. Parce que moi, un peu comme toi, moi, je suis plus focusé dans tout ce qui est trading, donc dans les marchés financiers plus précisément. Lui, justement, comme hors podcast, on l'avait dit, là, mais lui, il était dans la vente, dans le marketing, beaucoup dans le marketing bouche à oreille, etc. Fait que c'est comme on s'est comme mixé. Merger pour exploser ça. Exploser ça en ligne. Nice. Tu vois. Ça se passe comment, le merch ensemble? Ça va on se connaît depuis... On s'est connus en business de base. Okay. Dans ce genre de business aussi. On savait que ça fait longtemps qu'on était supposés travailler ensemble, mais finalement, on avait trop nos projets perso. On a décidé de tout déléguer un peu pour vraiment... Ouais, pour merger ça. Fait que là, connecter nos deux cerveaux. Ouais, ça me fait penser vite fait à... C'est important parce que toi, je pense pas que tu te serais mis peut-être en partenariat avec quelqu'un qui s'y connaît aussi bien que toi, mais dans l'hypothèque. Ça aurait pas été aussi... Exactement. Faut que c'est comme les Avengers. Tu dois tout assembler ça ensemble pour avoir juste l'équipe parfaite. Ouais. Puis, tu sais, juste pour revenir à ta question précédemment, tu disais au départ, on était un petit peu plus. Puis au départ, on était 4. Mais après ça, tu sais, l'entreprise, elle a pris différentes directions. On a dû prendre des décisions un peu plus difficiles, etc. Puis on a réduit l'équipe de cofondateurs à 2. Donc moi puis mon partenaire. Puis écoute, c'est des décisions qui sont difficiles, mais au final, si tu penses vraiment à l'entreprise en premier, tu vas toujours prendre les bonnes décisions. Puis comment tu fonctionnes quand tu dois renvoyer quelqu'un ou lui dire prendre la porte? C'est jamais des décisions qui sont faciles, honnêtement, parce que moi, j'ai dû faire ça à plusieurs reprises. C'est sûr. Mais au final, c'est la vie. Je sais pas comment dire. C'est un step back pour d'autres. Puis ça va les aider à aller au prochain niveau par après. Puis moi aussi, je pense pas que j'ai déjà été renvoyé dans ma vie. Peut-être quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans un restaurant, puis je faisais pas la job correctement. Mais c'était pas un emploi qui me tenait à cœur non plus. Là. Mais je pense que j'avais été renvoyé de cet emploi-là. Puis malgré que c'était un emploi que je m'en foutais carrément, t'as comme toujours un petit feeling quand même quand tu te fais renvoyer. Tu dis, OK, quelque chose que j'ai vraiment pas bien fait. Si le gars, il me dit, écoute, il y avait besoin d'employés, puis il m'a quand même renvoyé. C'est à cause que vraiment, j'ai fait quelque chose de pas correct, j'étais pas assidu ou peu importe. Puis je pense que, aussi minime que ce soit, ça m'a permis d'être une meilleure version de moi-même par après. C'est sûr. Puis de passer au prochain échelon. Donc, comme je dis, c'est pas des décisions qui sont faciles, mais c'est des décisions que tu dois prendre au final. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des gens dans l'entreprise que vous trouvez qui sont trop payés pour ce qu'ils font? Ça, je pense que c'est un feeling que les entrepreneurs n'aiment pas vraiment avoir parce que comme tu le payes bien, au final, la valeur qu'il apporte à la business, c'est pas tant... Non, je pense pas. Je pense pas. Puis il faut comprendre aussi que quand tu es dans t'es une nouvelle entreprise, souvent les gens prennent plus de risques en venant travailler pour toi. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils doivent être récompensés par ça aussi, dans un certain sens. Parce qu'ils quittent un emploi plus stable. On est très stable de notre côté, mais un emploi plus stable avec des pensions et tout ce qui va avec. Ouais. Pour venir avec un nouveau challenge, puis ils s'attendent aussi à être rémunérés de la bonne façon. Fait que de dire qu'il y a des personnes qui sont trop payées, je pense pas chez nous, mais j'ai déjà vu ça dans d'autres entreprises, mais ça se régularise assez rapidement habituellement quand il y a des personnes qui sont trop payées. J'imagine. Puis
Si aujourd'hui, on est quoi là? On est en 2025, 16 février. Ouais, 16 février. Si tu déciderais de vendre Wise Day, combien ça vaudrait? Oh, Très bonne- bonne question. Une fourchette, là. Quelque chose. Écoute, je te dirais peut-être en 2025, selon moi, WiseDay va être une des entreprises avec la plus. Il y a pas un magazine, mais il y a une liste à chaque année qui s'appelle le Fast 50, qui détermine les entreprises avec la plus grosse croissance. OK. OK? Selon moi, WiseDay, en 2025, on va être une de ces 50 compagnies à travers le Canada avec la plus grosse croissance en termes de revenus. Puis je pense que, je ne vais pas dire de chiffres, là, mais selon moi, ça vaudrait... Quelques... Dans les 7 chiffres, 8 chiffres? ouais, Ah, facilement. ouais, Ok, ouais. 8 Facilement. chiffres. Ouais. Parce Facilement. que c'est fou parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent être millionnaires. Beaucoup de personnes qui veulent être milliardaires aussi. Ben, souvent les millionnaires qui veulent être milliardaires. Mais là, j'ai vraiment l'impression que avec ton concept, ta business, là, c'est vraiment possible le milliard. Là, je le vois. Ben, je sais pas si c'est ton but là. Mais je veux dire, c'est quelque chose que je pense que ça serait envisageable. Là, un jour. C'est sûr. B. Sur le marché, tu sais, c'est tellement le fun le marché dans lequel on est parce que c'est concret. Souvent, je vois des personnes qui bâtissent des entreprises, puis c'est un peu dans la zone grise. Ils créent quelque chose, un nouveau marché pour des personnes, et comme ils forcent un produit à des personnes, puis des fois, ça fonctionne très bien. Mais pour nous, c'est pas quelque chose qu'on force, c'est juste un besoin, une nécessité qui est de base pour toutes les personnes que tu peux parler, peut dire, je sais c'est quoi une hypothèque. Okay? Je sais c'est quoi une hypothèque, je sais combien ça me coûte par mois, je sais c'est qui mon institution. Peu importe. Le monde peut relate assez rapidement. Puis le marché hypothécaire canadien, c'est à peu près 450, cette année beaucoup plus, là, mais environ 450 milliards de prêts hypothécaires qui sont faits à chaque année au Canada. Quand même, hein? 450 milliards. Ça, c'est habituellement. Cette année, il y en a beaucoup plus à cause que durant les années de COVID, il y a beaucoup de monde qui ont renouvelé à l'avance à cause qu'ils avaient des taux hypothécaires un peu plus bas. Fait que là, maintenant, tu as comme un boom de ceux qui ont renouvelé en 2020 et 2021 puis qui vont renouveler en 2025-2026. C'est comme il y a beaucoup plus d'hypothèques qu'à l'habitude. Puis si le marché hypothécaire il fait juste grossir année en année parce qu'il y a des nouvelles constructions. Puis la réalité, c'est que c'est juste une portion, la portion un peu plus privilégiée de notre génération qui sont en mesure d'avoir des dons de maman et papa pour acheter leur maison. La majorité des personnes que vous connaissez vont devoir prendre un prêt hypothécaire pour accéder à la propriété parce que les propriétés, ils augmentent. La valeur des propriétés, ils augmentent. Les économies, c'est beaucoup plus dur à les garder parce 100%. Que tu vis dans des appartements qui te coûtent 2000, 2200 par mois. Les jeunes sont beaucoup plus... ils vivent au jour le jour un peu plus qu'auparavant. Ils vont s'acheter des chandails Gucci puis tout ce qui va avec. Vrai. Mais pour la mise de fonds, ils vont être un peu plus short. Fait qu'ils vont devoir obtenir un prêt hypothécaire. Fait que pour nous, c'est sûr que l'entreprise, on la voit juste grossir de façon exponentielle durant les prochains 10, 15 ans. Puis si on regarde nos compétiteurs sur le marché, ils sont là depuis les 10, 15 dernières années, tu regardes leur capitalisation, il y en a beaucoup qui sont à la bourse présentement. Tu regardes leur capitalisation, c'est des entreprises qui valent 3, 4, 5, 6 milliards de dollars présentement. Fait que pour nous, on a quelque chose d'impossible. On a des objectifs qui sont très, très ambitieux. Moi puis mon cofondateur, on est des personnes très compétitives. Fait que même si on serait très à l'aise financièrement, on voudrait quand même être les numéros 1 sur le marché puis essayer d'offrir le meilleur service possible pour les courtiers puis pour les clients. Puis ça égale. Quand ton but principal, c'est pas juste de faire des sous, tu es capable d'aller au-delà. Puis souvent, ça te donne plus de valorisation par après. Puis je pense que ça va être notre recette. Ça va être notre recette pour nous. Nice. Est-ce qu'en business, tu as déjà pris une décision uniquement par ego? Oui, je suis quelqu'un avec moi, je trouve l'ego, c'est comme deux... Il y a deux facettes. Il y a deux facettes à l'ego. Puis l'important, c'est de reconnaître que tu as de l'ego. Comme moi, je suis une personne qui a de l'ego. Puis des fois, ça t'aide à te pousser à un autre niveau. Mais je pense que quand tu reconnais que tu as de l'ego, tu es capable de
te reconnaître quand tu prends des décisions seulement pour l'ego, puis ça te permet de ralentir un Ouais. petit peu plus, puis de dire, OK, c'est vraiment une décision d'ego que tu fais présentement, puis on va en discuter ensemble, bon. puis... Mais quand il y a du monde qui ne reconnaissent pas qu'ils ont de l'ego, C'est vrai. ils sont juste, non, j'ai pas pris ça par décision, par ego, puis ils font juste prendre la décision. Mais des fois, c'est que l'ego, ça peut être une bonne chose. C'est juste que je pense que ça a tellement une connotation négative que Ouais. c'est comme, Ouais. non. Ouais. Mais J'en ai pas. il faut, dans un sens, il faut quand tu... Pas dans n'importe quel type de métier Ouais, ou carrière, ouais. mais je pense que quand tu veux bâtir quelque chose de grand, d'exceptionnel, il faut que tu sois un peu différent. Être un peu stubborn. Comme avoir une tête dure un peu plus. L'ego, tu sais, pour moi, tu sais, j'ai pas de bac ou peu importe. Puis souvent, j'avais des discussions avec d'autres personnes qui étaient vraiment, vraiment scolarisées ou peu importe. Puis je me suis toujours dit, écoute, je suis très compétitif. Je me suis toujours dit, écoute, je vais... Ben, c'est ça. Vous allez voir. Non, Comme dans ma tête, c'est je une dis bonne pas à chose. voix haute, mais je dis, vous allez voir. Comme, puis Ouais. ça bouillonnait entre Ben oui, moi. Des ben fois, oui. j'allais dehors, là, Même moi, Ça me fait penser à toi, je te jure. Toi, t'es un next level. Ouais, non, très tard le soir, je vais comprends. courir. Puis c'est comme dans les films un peu. C'est comme dans le temps, tu Ouais. vois Rocky, je courais dehors, là, il est comme 11 h le soir, je cours dehors, je crie, je suis comme, ils vont voir qu'est-ce que je vais bâtir. Puis moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez, tu sais, je suis très low-key sur les médias sociaux, je suis pas en train d'exposer tout ce que je fais ou quoi que ce soit. ouais. Fait que les personnes que je parlais avec quand j'étais un peu plus jeune, tu sais, que j'ai grandi avec, tu sais, je suis comme disparu un peu de la surface pendant un certain temps. J'ai coupé beaucoup de relations. Quand j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'ai coupé beaucoup de relations parce que je n'étais plus vraiment capable de relate avec d'autres personnes. Puis j'ai comme juste déconnecté. Mais dans ma tête, des fois, je les voyais, ces personnes-là, dans des événements ou peu importe. Puis eux, c'était beaucoup plus, soit je fais telle chose, soit je suis scolarisé, soit qu'est-ce que tu fais, Tony, toi? Ah, moi, je travaille à telle place. Puis that's it, man. It's coming. Puis par la suite, je pense le moment où les gens ont réalisé que qu'est-ce que je disais, je le pensais vraiment quand je les avais rencontrés dans le passé, c'est quand ils ont vu que j'avais fait Le Forbes. ou quand on avait annoncé notre levée de fonds de 5 millions de dollars. Là, le monde était comme, OK, c'est quoi qui se passe? C'est quoi l'entreprise? C'est quoi l'entreprise qui fait? C'est quoi? la curiosité est venue. Là. C'est quoi sa curiosité? Puis, honnêtement, les personnes que tu rencontres dans ce type de... Quand tu es dans un journey comme ça, sont incroyables. Tu sais, j'ai parlé avec des entrepreneurs qui ont créé des entreprises qui valent des milliards de dollars. Tu sais, c'est des personnes que je les ai dans mes contacts présentement, tu sais, dans mon téléphone. Tu sais, je peux les appeler n'importe quand, avoir des conseils et tout. Je me rappelle qu'on a après avoir annoncé notre levée de fonds, on est parti voir un de nos investisseurs chez lui. Puis c'était la plus grosse maison de Westmount. La plus grosse. Toi, là, tu vois, à Westmount, là, il y a des grosses maisons. C'était la plus grosse maison de Westmount. Moi, ça fait 2 ans de ça. J'avais 26 ans peut-être. 26 ans. Je me retrouve là avec des gens remplis d'argent. J'étais dans la maison la plus grosse de Westmount. Je suis assis la table, elle faisait toute la salle ici. Il y avait comme 40 chaises. Il y a comme une maison pour éviter. C'est en montagne. En plus, tu as la plus belle vue, le plus beau terrain, Je me dis, my God, c'est quoi qui est en train de se passer? Je dis, OK, it's happening. Non? Ça arrive pour de vrai. Tu rentres dans la cour des grands. Là. Tu rentres dans la cour des grands pour de vrai. Tu parles de vraies discussions. Puis je suis pas là comme un imposteur. Right? Je suis là comme, hey, I did the work to be there. You know? Mais là, tu investis en immobilier. Tu investis aussi dans quelques startups. On va dire minimum. Quand ça vient. Quand ça vient, s'il y a envie. Est-ce que tu investis aussi dans les marchés financiers, genre comme exemple la crypto ou toutes ces affaires-là, ou genre, toi, ça c'est un domaine... Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie? Ouais, quand j'étais un petit peu plus jeune, là, je me rappelle, j'étais avec un collègue de travail, puis il me parlait du Bitcoin. Puis je dis, c'est quoi ça? Il me dit, tu sais quoi, je pense que je vais mettre $100. Je suis comme, OK, ouais. Je dis, tu sais quoi, moi aussi, je pense que je vais mettre un peu d'argent dessus. Puis finalement, j'ai jamais été en mesure de mettre l'argent. Puis, honnêtement, encore en date d'aujourd'hui, je suis pas sûr de comprendre à 100% l'utilité de la crypto-monnaie. Je comprends, mais pour moi, c'est encore un peu flou. Fait que pour moi, quand je comprends pas quelque chose, c'est soit je m'éduque vraiment dessus pour pouvoir prendre des décisions.
mais j'ai pas eu la chance de le faire encore. Puis c'est pas quelque chose qui m'interpelle. T'allumes, ouais. Qui m'interpelle tant que ça, la crypto-monnaie. Ensuite, les marchés boursiers, etc., c'est ça. c'est des investissements standards que je fais. Mais je suis pas un gros investisseur dans les marchés boursiers. Je suis quelqu'un qui aime ça être liquide dans ma vie. J'aime ça être liquide. J'aime pas ça avoir mon argent. J'aime ça avoir de l'argent placé. Oui, c'est le fun. Mais je suis quand même quelqu'un qui aime ça être liquide, pouvoir agir rapidement. Tu sais, je vois une opportunité, je veux acheter quelque chose. J'aime ça avoir cette liberté-là. Mais je dis pas que je serais pas fermé à en apprendre plus sur la crypto-monnaie. Je pense qu'il y a des gens super intelligents que je connais qui ont fait de l'argent avec la crypto-monnaie. C'est un marché qui se développe rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec toute la régularisation qui va se faire. Ça, c'est le gros dilemme du gouvernement en ce moment. Le gouvernement aux États-unis, je vois que ensuite, il y a les meme coins. Il y a ça, c'est comme, OK, là, je vois en Argentine, ils sont en train de créer ça. Je dis, OK. Puis il y a beaucoup de fraude aussi. Oui. Du monde qui font des pump and dump, des trucs de même. 100%. Fait que, pour moi, c'est encore, même si ça fait un petit bout que c'est là, pour moi, c'est encore nouveau. C'est encore nouveau. Je pense que si c'est un marché qui doit rester, qui va rester, j'aurai le temps de pouvoir en bénéficier parce que dans tous les marchés, il y a des hauts, il y a des bas. Puis c'est quand il y a des hauts et des bas que tu prends tes positions, puis c'est là que tu es capable de faire des situations. Fait que, il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ont manqué le bateau. Oui, il y avait c'est pas un bateau, ils ont manqué la roquette. C'est pas le bateau. Ils ont manqué la roquette, la fusée. Mais après ça, tout ce qui est crypto-monnaie, s'il y a des fluctuations, habituellement, c'est là que tu es capable de prendre des bonnes positions puis de faire des bénéfices. 100%. Est-ce que tu as déjà pensé à vendre ton entreprise? Genre, tu t'es dit, c'est bon, je vais juste faire... Non, on vient de commencer. C'est ça. On vient tout juste de commencer. Oui, c'est tout nouveau. 3 une nouvelle aventure. 4 ans, ça vient juste de commencer. Est-ce que c'est là vraiment monté très rapidement? Oui, ça a monté rapidement, mais on vient juste de commencer. Ça n'a pas monté rapidement. Là, ça va vite. Okay. Mais pendant plusieurs années, c'était très, 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 très slow. Faut avoir un mental qui est fort, etc. Mais c'est très, très slow. Là, maintenant, tu vois les bénéfices des 2 années précédentes que tu as faites. Puis là, ça commence à monter. Mais non, on vient de commencer. Puis comme je t'ai dit tantôt, pour moi, puis pour nous, je vois pas pourquoi on s'arrêterait avant qu'on soit numéro 1 au Canada. Ça va prendre du temps. Parce qu'il y a c'est une belle façon de penser. Il y a des entreprises que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais souvent dans les entreprises qui sont un peu plus... ça fait longtemps qu'ils sont là sur le marché, ils utilisent des systèmes legacy, que leurs coûts d'opération sont plus élevés que les autres, ils sont moins flexibles, moins malléables, ils sont pas capables de bouger rapidement. Nous, on est capable de prendre des décisions dans des secondes. Eux, ça doit passer par un comité, puis une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Nous, on change quelque chose, on parle à notre software engineer, on dit, OK, change ci, change ça, mets ça comme ça, voici qu'est-ce qu'on fait pour les taux, voici qu'est-ce qu'on fait une promotion, parfait, on lance. En dedans de 45 minutes, 1 heure, c'est bougé. Eux, ça va te prendre 3 semaines juste pour présenter le projet, quand le marché a déjà changé pendant ces 3 semaines-là, right? So, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi avec le temps, le open banking qui va arriver éventuellement. Ça va permettre à beaucoup de... Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement le open banking? Je veux que tu en as parlé aussi dans quelques podcasts et tout, mais c'est quoi exactement? Fait qu'au Canada, là, on est comme un pays arriéré sur tout ce qui est le partage des données financières. Je te donne un exemple. En même temps, tu vas en Australie ou en Angleterre, tu pourrais partager tes informations avec plusieurs institutions financières en même temps parce que ton compte de banque, c'est un compte qui est à source ouverte, on va dire. Fait que quand tu as cette option-là d'avoir un compte de banque à source ouverte, tu es capable d'avoir des propositions propositions qui sont plus adaptées à ton profil financier. Mais là, présentement, tu es avec une institution financière, elle te propose des produits financiers qui sont seulement propres à elle-même. Okay? Puis tes données ne sont pas partagées avec d'autres. Fait que c'est dur pour toi d'avoir toujours le produit qui te convient, puis le produit qui te permet d'avoir plus avantageux. Plus avantageux pour toi, puis te permet d'avoir un meilleur succès financier. Puis quand je fais la transition avec les hypothèques, avec l'open banking, présentement, tu veux une hypothèque, peu importe le prêteur, il faut que
tu imprimes, on va dire, t'envoies ta lettre d'emploi. Il faut que tu appelles ton employeur. Je veux une lettre d'emploi. Faut que tu imprimes tes T4. Il faut que tu imprimes 90 jours de relevé bancaire pour démontrer ta mise de fonds. Il faut que tu imprimes ton talon de paie. Il faut que tu fasses beaucoup de choses. Il faut que tu envoies beaucoup de documents qui pourraient être complètement retirés parce qu'on a accès directement à ton compte bancaire puis on est capable de voir les sources de dépôt. On est capable de voir les sources d'informations qui se transigent dans ton compte bancaire. Alors, on est capable de retirer beaucoup de documentation qui permet d'avoir un processus qui est beaucoup plus fluide et rapide, puis qui te permet d'avoir beaucoup plus d'économie. Parce que quand tu retires toute la documentation qu'on a besoin de demander, on est capable de le valider avec la technologie. Tu retires le coût d'opération aussi au niveau du prêteur. Parce que nous, on a des humains qui regardent la documentation et tout ça. Fait que si on est capable de retirer un peu plus de cet élément-là, on est capable de passer beaucoup plus d'économies aux consommateurs directement. Fait que quand tu mets l'open banking dans l'équation, ça va permettre à beaucoup plus de clients, de consommateurs d'avoir des produits plus avantageux, que ce soit dans les placements, dans les comptes de banque, dans les hypothèques. Puis ça va créer beaucoup plus de compétition. Puis la compétition, c'est toujours bon pour le consommateur. Quand il y a la compétition entre les banques, les prêteurs, ça crée plus pour le consommateur. Puis présentement, si tu regardes à travers le Canada, il y a 6 grandes banques. Ouais. C'est comme une oligopole de banques présentement. Mais tu vas aux États-Unis, il y a 100 banques. 100, 105, 110 banques. Il y a plein de banques aux États-Unis. Ici, il y en a 6. Puis eux, la dernière chose qu'ils veulent, c'est l'open banking. Parce qu'eux, ils ont le contrôle complet du marché au Canada. C'est comme, le monde, ils ne se rend pas compte, mais tu as seulement 6 choix ici. C'est fou, ça. Tu en as seulement 6. C'est incroyable. Tu vas en Australie ou peu importe, tu peux changer de compte de banque en 2 secondes. En Australie, là, tu fais ta BMO. Desjardins, c'est pas une banque. Ouais, c'est une caisse. C'est une caisse. Et tu as BMO, tu as National, TD, CIBC, Banque Royale, puis... TD. Non. Chris, on n'aime pas. Et ça, c'est fou. Ça veut dire ça démontre à quel point il n'y en a pas autant. Ouais, il y en a une autre, mais il y en a 6 en Scotia. Scotia. Puis la plus grosse, c'est RBC, bien sûr. Ouais. Donc, tu n'as pas beaucoup de choix ici. Puis ça permet de contrôler beaucoup plus ce que tu peux offrir aux consommateurs. Puis les banques, ils font beaucoup d'argent. Ils prennent ton argent, ils l'investissent ailleurs, puis ils font d'autres choses, mais tu n'as pas vraiment de compétition. Ouais. Est-ce qu'une entreprise comme la tienne pourrait un jour se transformer en banque? Je dirais que ce n'est pas dans notre roadmap présentement. On a différents verticaux qu'on veut aller de l'avant avant de devenir peut-être une banque. Je pense vraiment pas que c'est dans les plans. Que c'est dans les plans parce que c'est encore plus de régulation. C'est encore plus tu rajoutes de la régulation, plus c'est compliqué. Moins tu es capable d'offrir des produits qui sont personnalisés pour les consommateurs. J'ai une question qu'on devrait poser tout le temps, mais on ne la pose jamais. Est-ce que pour toi, l'argent fait le bonheur? Ça t'aide à avoir du bonheur, je dirais. C'est pas l'argent en tant que tel, c'est pas le bonheur. La source du bonheur. C'est pas la source du bonheur. Je pense que d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui t'aiment, c'est vraiment important. Après ça, l'argent, ça te permet de faire beaucoup plus de choses avec les personnes que tu aimes, qui t'entourent. Tu es capable de voir beaucoup plus de choses, de rendre la vie beaucoup plus simple aussi, je pense. Mais l'argent en tant que tel, tout seul, je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire qu'ils sont malheureux, mais... Je ne vais pas dire qu'ils sont malheureux, je crois. C'est pas les plus heureux non plus. C'est pas les plus heureux non plus. C'est comme une question de balance dans la vie. Puis des fois, c'est ça qui est dur quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir cette balance-là. Des fois, tu es tellement dans ton travail, dans ton day-to-day, que tu oublies vraiment la réalité. Des fois, avant, avec ma mère, je la parlais presque à chaque jour. Parce qu'on est vraiment, vraiment proches. Puis maintenant, dans le travail de tous les jours, je peux faire 2 semaines sans la parler, un appel. Sans la parler, parce que mes journées commencent tôt et finissent tard. Je peux ne pas la parler, mais des fois, je sens un manque quelque part. Je dis, my God, j'entends tellement d'histoires de personnes qui ont pas de parents, qui ont pas, je vois des trucs sur les médias sociaux, quand tu vois un message, si tu es chanceux, si tu vois un message de ta mère qui pop-up des fois, sois grateful, tu sais. Je pense à ça, je dis, my God, j'ai cette opportunité-là de pouvoir parler avec ma mère. La vie, elle va vite. Là. La vie, elle va vite. Si tu vois ta mère une fois par semaine, c'est 52 fois durant l'année. Mes parents sont pas super jeunes.
c'est pas beaucoup, là. Avant, tu vivais avec elle à chaque jour. Tu la voyais à chaque jour, tu pouvais parler. Fait, faut nuancer un peu c'est quoi la notion du bonheur, puis t'es en mesure de faire la part des choses tout le temps. Parce que des fois, tu vas atteindre ton objectif, mais tu vas regarder derrière, tu vas dire, My God, j'ai manqué tout ça, tu peux pas le rattraper. C'est comme c'est passé. Yeah, I get it. 100%. Puis toi, tu penses quoi de la mentalité des gens au Québec, ou si tu veux, montréalaise, qui veulent genre se lancer en entrepreneuriat, qui veulent un certain succès niveau entrepreneurial? Tu penses-tu qu'il y a un problème ici avec la mentalité québécoise ou? Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui essayent pour de vrai. Il y en a qui essayent, mais pas pour de vrai. Tu sais, quand tu dis que j'y vais, mais pas de vrai. Tu te lances à fond, puis tu y crois, puis il y a beaucoup de monde qui lance une entreprise, puis la première chose qu'ils font, c'est le dire à tout le monde, « Hey, j'ai lancé une entreprise, je fais ci, je fais ça. J'ai fait mon incorporation et tout ça. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Juste fais-le. La pire chose que tu peux faire, c'est parler de tes projets puis d'avoir cette gratification-là avant que tu commences, que ça te crée Une pression. Même pas une pression, c'est comme si tu as déjà la gratification d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait. Ouais. Souvent, il y a des personnes qui sont tellement impressionnées rapidement. Tu leur dis, j'ai bâti mon entreprise, j'ai fait mon incorporation, j'ai fait mon site web. Pour eux, tu es Jeff Bezos déjà. Tu es déjà wow. Tu es dans toutes les conversations de famille déjà, tu as déjà tout fait. T'as rien fait encore. C'est juste de base. Tu comprends? Fais-le pour de vrai. Fais tes 10 000 heures dans ton entreprise. Fais qu'est-ce que tu as à faire pour de vrai. Go for it. Puis après ça, il y a des réalités qui sont différentes pour chacun. C'est sûr que si tu as 45 ans, 50 ans, je peux comprendre. C'est pas vrai que tu dois toujours te lancer à fond. Puis fuck it, il n'y aura pas de conséquences. C'est pas vrai. Il y a des moments dans la vie pour te donner à fond. Puis de tout risquer. Puis je pense que le meilleur moment, c'est dans ta vingtaine, début de trentaine. Surtout si tu n'as pas d'enfant, vas-y à fond pour de vrai. Mais je pense qu'au Québec, il y a tellement de talent, le monde a tellement d'idées, puis on est tellement chanceux d'avoir une langue qui est différente de partout à travers le Canada. Si on parlerait anglais ici, je dirais que la majorité des entreprises québécoises, il y a une grande partie des entreprises québécoises qui n'existeraient pas. Si tu regardes ce qui se passe en Ontario, en Alberta, plus en Ontario, Colombie-Britannique, etc., eux, ils sont avancés. Là, ça fait 10 fois ce qu'on fait ici. La seule raison pourquoi tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe à travers le Canada, c'est à cause de la langue. Puis à cause de tout ce qui est la régulation ici, les lois, que si tu as plus de 20 employés, il faut que tu parles en français, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est la seule raison pourquoi on est capable. Une des raisons principales pourquoi on est capable d'avoir des entreprises qui ont du succès ici. Puis on le reconnaît juste pas assez souvent. On le réalise même pas. En fait. On le réalise même pas. En fait, c'est le live que je le réalise pendant que tu me le dis. Ouais, parce que là-bas, ils sont loin, là. C'est vrai. Ils sont loin, là. Tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Fou. Mais ici, on a tellement cette chance. Puis les Québécois, ils sont très, très fiers. C'est des personnes qui vont encourager le Québec en premier. Nous, on est un prêteur québécois. Puis des fois, je le vois, à taux égal, produit égal. C'est la même chose qu'un prêteur ontarien. Ils vont choisir Wiseday à la place parce qu'on est un prêteur québécois. On parle français. Je les parle avec eux, je fais des présentations en français. Ils savent que ça a été fait ici à Montréal. Tu comprends? Fait que le monde ne réalise juste pas à quel point ils ont l'opportunité. Puis nous, on peut aller là-bas. Eux, ils ne peuvent pas venir ici. Et nous, on a tout le marché. C'est vrai. Eux, ils ont quand même un gros marché. Mais le Québec, c'est la deuxième plus grosse province à travers le Canada. Il y a tellement d'opportunités, le monde ne se rend juste pas compte. Il y a tout le monde qui dit, je vais aux États-Unis, je vais faire ci. Je dis que t'as le Québec, tu parles français, tu peux tout faire ici. Ouais. Just do it for real. Fais-le pour de vrai. Donne-toi à fond, puis un vrai marché. Ça, c'est fou. C'est vrai. Je suis prêt à conquérir le monde. On est prêt. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour des gens qui sont déjà en business et qui veulent vraiment scaler à un autre niveau, comme nous? C'est pas pour nous, mais c'est pour des gens comme nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la business qui vont écouter le podcast aussi. Plein d'industries différentes. Là. Ouais. Donc, s'il y a comme exemple, un conseil que toi, ça a fonctionné pour toi, pour scaler ta business à un autre niveau, la propulser vers l'avant. Go for it. Chaque personne est différente. Je peux pas donner un conseil qui va fonctionner pour tout le monde, mais juste vas-y pour de vrai. Souvent, c'est ça que je dis aux entrepreneurs. Il y en a qui le fake. C'est comme, ils y vont pas pour de vrai. Tu le sais quand tu y vas pour de vrai. Comme moi, je me sens jamais comme un imposteur quand je parle avec des personnes. Parce que je dis, écoute, je le fais pour de vrai.
Je le fais pour de vrai. Quand je parle avec des personnes, je vais dans des podcasts, je le fais pour de vrai. Je suis vraiment là, au bureau, puis je travaille, là, puis mon téléphone est sur côté, puis je travaille. Je fais vraiment la business. J'y crois vraiment. Je veux vraiment, quand je dis que je veux vraiment numéro 1, je veux vraiment être numéro 1. C'est comme pas, même si j'ai des millions de dollars, dans ma tête, je suis comme un psychopathe. Faut que je sois le plus gros prêteur hypothécaire à travers le Canada. Pour moi, c'est comme, c'est ça ou c'est rien. J'y crois pour de vrai. Mais il y a d'autres personnes qui sont juste... Ils le disent, mais ils ne pensent pas au fond d'eux-mêmes. Ils pensent pas, c'est du show. Shit. C'est du show. Ils y vont pas pour de vrai. Il faut que tu le sentes en toi. Puis si tu as une vraie passion pour qu'est-ce que tu fais, tu y crois vraiment, tu es vraiment un entrepreneur en dedans de toi, tu sais de quoi je parle. Il faut que tu y vas puis tu te dis, écoute, je donne tout pour ça. Puis tu sais quoi? Ça se peut que ça fonctionne pas. C'est pas un conte de fées. Ça se peut que tu donnes tout, puis que ça fonctionne pas. Mais tu te relèves, puis tu y vas encore. Puis ça fonctionne pas, tu te relèves, puis tu vas encore t'apprendre. Ouais. Tu fais peut-être des meilleures relations, tu t'entoures de meilleures personnes. Tu laisses ton ego de côté des fois. Tu dis, tu sais quoi, c'est pas grave que tu n'as pas une business, tu owns pas une business à 100%. Ça sert à quoi de owner 100% de rien? Fais 50% avec quelqu'un d'autre, puis aie un vrai produit. Mets ton ego de côté, fais quelque chose pour de vrai. Tu comprends? C'est fucking vrai. Ça, c'est... Puis, on a souvent une question philosophique qu'on aime poser à nos invités. C'est, si tu devais demain souper avec 3 personnes de ton choix, morts ou vivants, avec qui voudrais-tu aller souper? Elon Musk. Interesting. Elon Musk, pour moi, c'est comme Einstein de notre monde. Le monde ne réalise pas encore, là, mais ce gars-là, c'est... On va parler de lui une fois qu'il est mort. C'est là que tout le monde va C'est être là que le comme... monde va être... Ils vont réaliser Ouais, que... c'est là que... C'est toujours comme ça. On va pas être là pour le voir. Pour voir à quel point le monde va le valoriser puis dire, waouh, ce gars-là, il a bâti... C'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait. S'il aurait fait juste... Disons qu'il fait juste Tesla. C'est déjà Déjà là. c'est- incroyable. Le monde dit déjà, c'est Einstein. Tu fais Tesla, les véhicules électriques, c'est toi. Ensuite, il fait SpaceX. Il va mettre des roquettes, il va mettre des satellites dans l'espace, il veut nous amener sur Mars, etc., expand la vie humaine sur une autre planète. C'est incroyable. Ouais. C'est comme, ça fait aucun sens. Ah Puis là, maintenant, avec tout ce qui est free speech, avec X, la vision qu'il... Il est fort. Puis là, maintenant, avec le AI qui est en train de... C'est incroyable. Fait que juste d'avoir... Tu sais, je suis capable d'avoir 5 minutes, puis je l'avais pas rencontré. Mais j'étais parti à un événement de UFC à New York. Puis il y avait Donald Trump, Elon Musk, puis Vivek, tu sais, plein de personnes de l'entourage. Puis moi, j'étais assis un peu à côté d'eux. Puis, tu sais, je criais, je parlais avec elle. J'essayais de parler, d'interagir avec lui juste pour voir un peu. Quel genre de personne? Mais il m'entendait pas. Il était avec la sécurité ou peu importe. Mais C'est fou quand même, là. Elon Musk. J'imagine Tony crier. Ouais. pas crier. Puis il y avait à côté de moi, il y avait un influenceur qui fait Twitch, je pense, ou peu importe. Il s'appelle Eden Ross. Ok. Il était assis juste à côté de moi. Puis lui, il est proche de tout l'entourage de Dana White ou peu importe. Ouais. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux juste aller... il dit, I'm gonna try. Puis il n'a pas essayé ou peu importe. Je pense qu'il était focusé à faire ses affaires. Mais fait que Elon Musk, ce serait number one. Numéro 2, je pense que j'aimerais ça parler beaucoup avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, ce serait le gars, comme moi, j'ai grandi avec Cristiano Ronaldo. C'est vrai que là, c'est... Je sais pas s'il y a des fans de Messi ou peu importe. On est 3 CR7 ici, donc c'est Moi, bon. c'est CR7. J'étais fan de Messi, je me suis converti à Cristiano Ronaldo. Pour moi, Cristiano, c'est la définition d'éthique de travail, de succès, tout ce que tu peux penser qui est succès, pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Le gars, il s'est fait bâcher toute sa vie. T'es pas assez bon, mais c'est meilleur que toi. Chaque jour, il se lève. T'entends des anciens joueurs qui ont joué avec lui. Il dit, j'allais à la piscine, je suis un nouveau joueur. Je pense à des bailleurs. Il dit, je suis un nouveau joueur, je m'en vais au centre d'entraînement. À 6 h le matin, je demande à l'entraîneur sportif, est-ce que c'est moi le premier? Il dit, non, Cristiano, il est en train de nager depuis 4 h du matin. Il est à la piscine. Ce gars-là, c'était un malade. Cristiano, pour moi, c'est sûr que j'aimerais ça discuter avec lui. Puis, la troisième personne, je pense Kobe Bryant.
Nice aussi. Je pense que Kobe Bryant, ce serait. J'ai lu un livre qui était super intéressant qui s'appelle Relentless de Tim Grover. Ouais. Puis, honnêtement, il détaillait un peu la mentalité de Kobe, à quel point il y avait une éthique de travail incroyable et tout ça. Puis, tellement triste ce qui est arrivé, mais moi, ça m'a tellement choqué quand il est mort. Ouais, Honnêtement, ça m'a perturbé. Tu sais, il y a du monde que je connais qui sont morts, que j'ai grandi avec. J'ai même pas été aussi choqué que quand Kobe est mort. Parce qu'on dirait que Kobe, c'est pas mon joueur préféré, mais on dirait qu'il vivait en dedans de moi. Tu sais, t'es jeune, tu shootais le papier, tu dis Kobe. Exact. Ouais, C'est comme s'il était dans toi. Ouais. Puis je me rappelle la journée qu'il est mort. Moi, j'étais tellement sous le choc. C'est un choc mondial. J'étais sous le choc d'être sous le choc aussi. Ouais. Je comprenais pas. Ouais. Mais oui. J'étais choqué, là. J'étais en train de pleurer, là, comme... Aucun sens. Ah, Le monde me voit pas, puis là, j'étais en train de pleurer, puis genre, ouvertement, j'étais juste en train de... Je comprenais pas ce qui s'est passé, je me suis levé. Je suis allé dans un centre commercial, au Lids. J'ai pris une casquette Lakers. J'ai écrit, genre, j'ai dit R.I.P. Kobe, la date et tout ça. Je l'ai mis sur moi, C'était comme instinctif. C'était comme, my God, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, tu sais. Pendant 2-3 jours, j'étais pas bien. C'est fou. C'est même pas mon genre préféré. Ouais, ça, c'est plus, crazy. Mais il est marquant. Il est marquant. Ouais. Ça. Donc, Kobe, Cristiano et Elon Musk, c'est très bonnes réponses. C'était un bon line-up. candidat. Exact. Est-ce que tu es quelqu'un de religieux dans la vie, de croyant? Je suis pas religieux. Je suis pas quelqu'un qui est croyant non plus. Je crois à des choses. Je crois au karma beaucoup. Mais je suis pas un croyant. C'est pas quelque chose que chaque jour tu te lèves le matin. Non, je prie pas, je vais pas à l'église, je crois pas, mais tu sais, je parle souvent de ça avec ma mère, c'est une croyante pure et dure. Parce que je sais que les Haïtiens, souvent, ils sont très croyants. Croyante pure et dure. Puis j'allais à l'église quand j'étais jeune. Chaque jour, chaque dimanche, j'allais à l'église. Puis, mais je pense que tu peux être une très bonne personne puis pas être croyant. Tu sais, souvent le monde il me parle puis il me dit toi t'es un catholique ou toi t'es un protestant, ça se voit comment t'es manière ou t'es comment. Je dis non, j'essaie juste d'être une bonne personne. Puis au final, je pense que t'as pas besoin de c'est pas tout le monde qui a besoin d'un guide pour être une bonne personne. Il y en a qui doit se mettre dans une certaine lignée pour être conforme ou peu importe. Moi, je pense que la façon que je suis, c'est enough. Puis ça se peut qu'il y ait un Dieu ou quoi que ce soit, mais je pense que si je suis une bonne personne, il va me pardonner de ne pas avoir cru parce que j'ai quand même fait les bonnes choses autant que si quelqu'un aurait été un croyant pur et dur ou quoi que ce soit. Donc, je fais juste vivre ma vie de la bonne façon. That's it. Puis si on parle un petit peu plus de chiffres. C'est la question 4. Moi, c'est la on question. finit soit avec ça. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Parlons Straight. Mais premièrement, félicitations déjà pour tout ce que tu as accompli. Merci. Je pense à ton âge. Félicitations pour vrai. C'est une inspiration. C'est fort. Merci. La vraie business, c'est très, très fort. Puis c'est pas tout le monde qui se réveille le matin et dit je vais créer ce genre d'entreprise. Là, so, exemple, en termes de chiffre d'affaires, quelle année c'est votre meilleure année? I guess 2024, c'était la meilleure année. 2024, c'est la meilleure année. 2025, ça va être la meilleure année. Puis 2026, exact, ça va être la meilleure chaque année. année, ça évolue. Ouais. Puis en termes de chiffres, ça ressemble à quoi à peu près? C'est ça. Chiffre d'affaires. Si jamais, on peut toujours le biper aussi. Là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça roule. Ça roule. Je ne veux pas dire de chiffres, mais... T'es pas à plaindre, comme on dit. Oui, exactement. Je te dirais, comme je t'ai dit tantôt, je pense que 2025, on va être dans les 50 compagnies à travers le Canada avec la plus grosse croissance de revenus. Donc, ça te dit un peu... ça aurait l'air de quoi, disons, c'est ça. Le chiffre d'affaires. Les gens peuvent faire leur recherche s'ils veulent jamais voir le top 50. Oui, exactement. Regarde le top 50 l'année passée, puis ils vont pouvoir... C'est bon. Et dernière question pour moi aussi, c'est, mettons pour les jeunes, parce que je sais que tu as déjà donné un conseil pour les entrepreneurs, etc., mais pour les jeunes, on va dire Samuel qui est là, 17 ans, right? On va dire quelqu'un qui a 17 ans, qui voudrait se lancer en affaires ou qui voudrait accomplir certaines choses, qu'est-ce que tu leur conseillerais en 2025, au jour d'aujourd'hui? Ouais, je leur conseille de pas être trop spread out, de vraiment, s'ils trouvent quelque chose qu'ils croient qu'ils peuvent avoir du succès dedans, de vraiment
c'est y aller all-in. All-in. Puis la pire chose qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas. Mais la meilleure chose qui peut arriver, c'est que Ça fonctionne. ça fonctionne, puis t'as juste besoin d'avoir raison une fois. C'est Puis après vrai. ça, mais si tu vas pas all-in, tu vois quelque chose où ce que tu sais que ça correspond à tes forces, que tu penses que tu n'es jamais sûr, mais que tu penses au moment où tu commences ta business que tu vas vouloir le faire pendant une durée qui est assez longue. Ouais. Parce que ça prend du temps, bâtir des choses qui ont du succès. Ça se fait pas du jour au lendemain. 100%. Il faut que tu mettes des heures. Fait que faut que tu ailles ce vouloir-là. Puis, just go all in dans une chose. Dans Vas-y, une chose. va pas, il y a du monde, ils ont just 6 business, 6 side hustles, c'est comme ça va un peu partout. Juste fais une chose bien. Moi, j'ai fait des hypothèques. J'ai toujours dit, si disons, dans 15 ans, 20 ans, 15 ans, je fais plus d'hypothèques. Je suis plus involved dans la compagnie ou peu importe. Je vais plus jamais toucher aux hypothèques. Je vais commencer quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, je me focus sur rien d'autre que les hypothèques. C'est hypothèques, jour et soir et nuit. Juste ça. Fait que trouvez une chose que vous aimez, que vous pensez que vous pouvez avoir du succès, and go all in. Parfait. That's it. Tony, merci beaucoup. Un gros merci. Ça a Merci de été m'avoir reçu. Un excellent podcast. Très bon podcast, avec pour de beaucoup vrai. de ressources. Mm. On a appris beaucoup de Ouais. choses. Merci beaucoup. Malgré cette tempête, tu es quand même venu. J'apprécie beaucoup. C'est sûr. Merci de m'avoir reçu, guys. Puis écoute, je vous souhaite beaucoup de succès. Puis je vous souhaite d'être le futur podcast numéro 1 On au espère. Québec. Voilà, On c'est espère. bien ça. C'est bien dit. On se- So, guys, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous au podcast. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va essayer de s'arranger pour parler avec Tony, Mm. juste pour vous. Sur Ouais. ce, on se voit au prochain épisode. Ciao, ciao. Yes, sir. Ciao.